I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. On a fait une ouverture sympathique sur les gens qui étaient sur Prime et qui sont sur Prime savent que ma voix est comme ça à cause du match de football d'hier. Quel match pareil. On verra d'ici la fin de la journée si je demeure un partisan des Dolphins, mais regarde, c'est une autre histoire. Jerry, on s'est amusé sur Prime. Si vous voulez vous joindre à nous, savoir qu'est-ce qu'on a fait sur Prime, pour ouvrir pendant 1h15, ben, vous pouvez le faire en ce moment. Vous allez sur radiopirate.com, il y a un genre de cadeau de Noël je pense que c'est jusqu'à Noël. Donc, vous inscrivez sur radiopirate.com, vous pouvez écouter tous les podcasts sur vos applications préférées. Vous savez, entre autres, que l'application numéro 1 maintenant pour les podcasts, c'est Spotify. Spotify qui investit 1 milliard de dollars. Donc, pour les gens qui pensent que le podcast, c'est de la merde, ça investit pas mal dans le podcast. C'est pas mal là que ça se passe, les amis. Le futur est pas mal là. Un jour, au Québec, les retards vont comprendre que c'est arrivé puis c'est là pour toujours. Donc, vous avez l'application que vous aimez, que ce soit Spotify ou encore Apple Podcasts ou toutes les autres. Vous inscrivez sur radiopirate.com, il y a 1 mois gratuit pour vous. Jerry, sujet que j'ai, d'abord, Mr. White est de bonne humeur, oui? Oui, bien sûr. Ça, je t'ai pas entendu bien dans l'ouverture du Prime aujourd'hui. Non, c'est Jerry qui va te monter de lait, là. Bon, oui, mais j'écoute. Écoute, c'est quand j'ai rien à rajouter, j'en rajoute pas. Là. C'est ça, c'est correct. Ben oui. Donc, en fait, on a jasé un peu de... On a jasé de toutes sortes d'affaires. Mais comme ouverture... je vais vous parler de l'histoire du coût de la vie, OK? Parce que c'est le sujet. Hier, j'étais avec quelqu'un qui est en finance, puis qui est ici en Floride, mais parce que ça dérange beaucoup de monde que des gens soient en Floride ou ailleurs dans le monde. Il y a des gens qui n'ont pas saisi. C'est drôle, hein? Parce que les gens que ça dérange le plus, c'est souvent des fonctionnaires qui travaillent de chez eux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça change que notre chez nous soit à Anchorage ou, je sais pas moi, quelque part à Paris. Ou il y a des gens que ça dérange énormément. Mais la réalité, c'est qu'on peut travailler à distance d'à peu près n'importe où. Si je suis où je suis, c'est parce que la technologie nous permet de le faire aujourd'hui. Mais donc, les autres le font aussi. Donc, tout le monde travaille. On était une gang, les gars ont travaillé hier, ils ont fait des affaires. Puis, hier, à 2 h du matin, quand on est sur la route, il y a quelqu'un qui me dit, moi, matin, je n'ai géré que... La seule chose que j'ai gérée pendant 3 heures, c'est des gens qui sont venus chercher de l'argent dans leur CELI, dans leur REER. J'ai dit, hein? J'ai dit, okay. C'est des grévistes. C'est des ponts. Il dit, non. OK. C'est des sorties d'argent de CELI et de REER. Exact. Mm-hmm. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent en ce moment. Il y a à peu près 38 à 40 des Canadiens qui sont incapables de se ramasser une scène en ce moment. Donc, 4 Canadiens sur 10 sont incapables de se garder 25 cents par semaine de côté au cas où il arrive quelque chose de grave. Donc, en ce moment, les gens vont piger dans leur fonds de retraite, même capables de sacrifier l'impôt à payer, entre autres, sur un REER. Le CELI, je pense que c'est pas le cas, Jerry, au niveau fiscal. Non, CELI, c'est pas le cas, mais REER, donc, oui. Ceux qui ont des CELI, qui ont pensé à ça, ils s'en servent en ce moment pour essayer d'arriver. OK? D'autres, parce que tu sais, je suis avec des gars dans le milieu, puis d'autres me disent, au niveau des maisons en ce moment, les maisons de 300 000, la raison pourquoi, ben oui, les immigrants qui arrivent, c'est les maisons qui peuvent se payer, etc. C'est les maisons actuellement où il y a de la surenchère. Pourquoi il y a de la surenchère? Voici pourquoi. Parce qu'il y a des couples de 35, 36, 37 ans avec 2 enfants, mettons. Et ces gens-là se sont achetés avec un taux d'intérêt une maison de 500 000 il y a 3 ans, 2 ans, 4 ans. Et là, ils sont arrivés au renouvellement hypothécaire, puis il n'y a rien qui marche. Leur maison, en ce moment, mettons qu'ils l'ont acheté en 2018, la maison veut peut-être 500. Il y a un 100 à faire dessus. Et en plus, ils se débarrassent de la maison. Elle n'est pas facile à vendre, parce que tout ce qui se vend en haut de 300, c'est beaucoup plus difficile à vendre que celle de 300 et moins. C'est 2 mondes complètement différents. Mais si jamais ils réussissent à la vendre et à se débarrasser du cancer qu'ils ont entre les mains,
Ils sont capables de se débarrasser de cette maison-là et ils s'en vont à la file et à la queue leu-leu pour acheter des maisons à 300 000. De là, la surenchère. Donc, utilise le 100 000 de leverage qu'ils ont ou le 125 000 de leverage pour domper la maison, enlever ce fardeau-là ses épaules, s'en vont acheter une maison 100 000, 125 000 de moins, sont prêts à mettre 50 000 de plus pour être sûr de l'avoir. Finalement, se ramasse avec un paiement hypothécaire beaucoup plus bas, même si les taux ont augmenté, mais la maison a 150 000 de valeur de moins. Et il leur reste un petit 50 000 de côté pour être capable de faire... Tu comprends? Donc, le move, Jeff, il est bon. Hein? Parce que c'est de la survivance. Là. C'est de la survivance. C'est même pour voir ça. Tu dis, ouais, mais là, c'est pas un bon move que vous faites. Non, c'est pas un bon move. Là, je suis pogné là. Dans 3 ans, je ne sais pas. Là. En ce moment, je suis foutu. Je suis pris. Donc, quand tu es pris, puis tu es pris dans le coin. Là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la maison de 500 quelques mille, puis tu vas, comme tu viens de le dire, tu cherches une maison de 300 quelques mille. Tu as déjà peut-être un petit peu d'équité sur la maison, une petite affaire. Puis tu essaies de te débrouiller avec ça. Là. C'est ça, tu te débrouilles. Ça, c'est les plus wise, c'est les plus vite. Ils réussissent à faire ce genre de choses-là. Mais ils le font en regret. Ils le font en regret. Là. Ben oui, parce que leur maison, quand ils ont acheté leur maison... C'est leur maison de rêve. Là. C'est leur maison de rêve. Voilà, c'est leur maison pour leur vie. Là. Oui, là, ils rapetissent. Ils vont dans une maison qui, au lieu d'être presque neuve, a peut-être 40-50 ans. Ils n'auront peut-être pas le moyen de faire toutes les rénovations qu'il y a dedans. Donc, ils viennent de prendre un step back. Là. Oui. Puis, moi, je ne fais pas partie de ceux... Il y en a qui disent « Ah, les gens ont vécu au-dessus du moyen. » C'est pas vrai. Le coût de la vie ici... Les gens n'ont pas... Les maisons de 500 000 aujourd'hui, c'est pas des châteaux. Là. C'est des maisons d'à peine 1800, 1900 pieds carrés. Petite galerie en arrière. Il n'y a rien d'extravagant là-dedans. C'est des maisons... Les gens qui disent ça, des fois, je vois des gens d'un certain âge. Quand vous dites ça, c'est un peu dégueulasse parce que vous avez à peu près la même maison. Je comprends qu'aujourd'hui, elle a 30 ans de plus. Mais vous avez la même maison que ces gens-là, mais vous l'avez payé 69 000 $. Et vous aviez des salaires de 45 000 $. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont acheté une maison de 500 000 qui n'est pas un château, mais qui a coûté de plus en plus cher avec les années pour toutes sortes de raisons. Notre modèle, etc., le Canada, toute la patente. Puis, ils sont poignés avec une maison de 500 000 alors que les deux ensemble gagnent 125 000, 130 000 $. Alors que vous aviez la même maison à 69 000 puis que les deux qui travaillaient gagnaient 80 000 $. Voyez-vous comment ça ne marche pas? Donc, si j'étais les gens un peu plus âgés, je me garderais une gêne sur les commentaires qu'on a à faire sur les jeunes familles. Le monde ne cherche pas à acheter une maison de 500 000. Il regarde leurs besoins, puis quand le gars dit la maison que tu veux, avec les besoins que tu m'as donnés, ça vaut 490 000. La fille, elle regarde son chum, puis il grimace. Là, ils vont descendre un peu, mais finalement, ils vont finir quand même avec une maison à 425, 450. Regardez ce que vous avez pour 425, 450. Si vous avez deux, on peut avoir un bon galop à 300 000, mais ça va finir qu'on n'aura pas le choix de mettre 100 000 $ de réparation là-dedans. Cette maison-là n'a pas été entretenue par personne qui a été là depuis 50 ans. Donc, à un moment donné, quelqu'un doit le faire. Donc, c'est un dilemme incroyable qui se passe en ce moment. Mais ça m'amène à vous parler du coût de la vie en général, parce qu'on essaie de trouver des coupables. Et j'ai vu qu'il y a des victimes de ce qui se passe en ce moment. Entre autres, le gouvernement du Québec est victime de ce qui arrive. Donc, le fait que les gens sont serrés dans le portefeuille, en ce moment, entre autres, la SAQ ressent quelque chose là-dedans. Ressent des baisses de vente. Oui. Il y a des baisses de profit également. Mais attention, on est toujours aux alentours d'une marge de 35 %. OK? 35 %. Je m'en vais, j'ai un melting pot pour vous autres. Je veux juste vous dire une affaire, c'est que je suis pour l'entreprise privée, puis je suis pour le capitalisme, mais je ne donne pas carte blanche aux entreprises. Et moi, des entreprises comme Métro et autres, je ne vais pas me faire le GND de ce monde, là, mais je vais vous dire une affaire. Quand je regarde les chiffres des entreprises alimentaires, je sais qu'il y a du monde là-dedans qui se graisse, et tout le monde se graisse. Et le point de Métro, c'est nos profits sont plus grands parce que notre chiffre d'affaires est plus grand et qu'on a toujours la même marge. Ça, là, si vous saviez le nombre d'entreprises, quand il est arrivé
quand il est arrivé, je ne sais pas, on va prendre le prix du bois. Le prix du bois, les gens vendaient, mettons, une quantité de 2 par 4 X. Que ce soit le fournisseur ou le quincaillier ou celui qui vous le vend dans un contexte de bâtir une maison clé en main, peu importe. C'est pas important. Mais les gens prennent le prix et ils se gardent toujours le même pourcentage d'admin et de profit. Donc, si jamais vous avez pour 100 000 $ de 2 par 4 dans votre projet et que du jour au lendemain, le prix des 2 par 4 explose et que là, les mêmes 2 par 4, au lieu de coûter 100 000, coûtent 300 000, le 10 d'admin, je dis ça de même, là, ça peut être 5, ça peut être 15, mais c'est aux alentours de 10. Il y a des secteurs où c'est moins plus 5, 4, etc. Restauration, épicerie. Mais on s'entend que, mettons-le à 10 pour bien comprendre. Donc, on s'entend que pour les mêmes 2 par 4, avec profit et admin de 10 %, l'entreprise fait un plus gros chiffre d'affaires pour son profit quand le 2 par 4 est à 10 $ du 2 par 4 au lieu d'être à 3. Donc, au lieu d'avoir un projet à 100 000, il y a un projet à 300 000. Mais lui, il se garde 10 % sur 300 000 de gestion, admin et profit. Bien là, lui, sur ce projet-là, il fait 30 000 et sur l'autre, il fait 10 000 pour la même job. Mhm. Là, il vient me voir et il dit « Ouais, mais moi, je suis à la même place, là, je prends les mêmes... » Ouais, ça m'écoeure un peu. Ça m'écoeure un peu parce que ça pousse tout le monde, si tout le monde pense de même, ça pousse tout le monde à vendre plus cher en disant « Oh, ben là, mais j'ai pas de problème, moi, je garde les mêmes marges. » Donc, effectivement, il y a des entreprises, quand ils vous racontent ça, c'est toute de la merde. OK? Au lieu de se dire, ben regarde, on va essayer de dominer le marché, on va créer, on va aller chercher la grosse part des consommateurs, on va couper sur notre marge. Anyway, on avait budgété de faire 1 million de dollars de profit cette année. Puis là, à cause de l'augmentation du prix du bois, on fait 3 millions sans rien faire de plus. Donc, on va aller à 1 500 000, on va avoir des prix plus agressifs, puis on va torcher tout le monde. Malheureusement, c'est pas ça qui arrive. Mais je suis pas en train de faire un GND de moi-même. La raison pourquoi je vous parle de ça, c'est que dans l'appareil étatique et dans le milieu politique, il y a des gens qui font exactement la même chose et que personne ne parle d'eux. La SAQ, si vous trouvez que les salauds de Métro vous vendent trop cher chez Métro et chez Super C, puis qui enregistrent des profits records parce qu'ils se prennent une marge de 4,5 % sur un chiffre d'affaires qui était peut-être avant, je sais pas moi, de, mettons, 15 milliards, puis rendu à 20 milliards, vous dites, ouais, ben écoute, si je prends 5 % sur 15 et 5 % sur 20, c'est beaucoup plus d'argent sur 20. Ben oui, c'est normal. Mais imaginez-vous, si vous trouvez que ces gens-là sont des crises de sauvages, imaginez-vous la gang de chiens sales qui mène la SAQ. Eux autres ne sont pas à 4 %. Eux autres ne sont pas à 5 %. Eux autres ne sont pas à 10 %. Ils ne sont pas à 12 %. Ils sont à 35 %. Non, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et ils font des augmentations de produits 3 fois par année. Oh. Et ils vont majorer leurs profits, leurs marges, etc. en fonction des prix qui augmentent. Donc, là en ce moment, ils viennent pogner le Waterloo. Là, OK? Là, c'est fini. Le party est fini. Là, le gars, il dit, je vais y aller chez vous, mais je vais moins consommer qu'avant. Là, ils viennent d'étirer l'élastique. Comment pensez-vous qu'ils vont gérer la décroissance des ventes? Ils vont augmenter encore plus le prix de ceux qui en consomment encore. Ben oui. Et ils vont toujours à peu près avoir, oh oui, une petite décroissance des profits, une légère décroissance. Mais pas bien, bien. Vous allez voir. Et si je vous disais que c'est la même chose à Hydro-Québec, probablement, que Hydro-Québec est capable de baisser ses prix au niveau de la production, au niveau de l'administration, au niveau de tout, et que finalement, on serait capable, si on était géré comme du monde, parce que là, on s'occupe de métro, mais on ne s'occupe pas de ceux, parce que c'est drôle, c'est des politiciens, puis des fonctionnaires, puis des gens de la machine qui veulent faire la leçon des entreprises privées. Je ne suis pas en train de les défendre. Sauf que dans notre propre cours, il y a probablement des gens qui font les poches du monde en ce moment avec le prix du chauffage, alors qu'on a une entreprise qui n'est pas productive, qui ne fait pas de job. Et c'est la même chose pour le gouvernement du Québec en passant.
OK? Le gouvernement du Québec profite de l'inflation en ce moment. Il profite de l'inflation. Il va profiter également des salaires qu'il va verser aux employés de l'État en plus. Il va profiter des augmentations de salaire des entreprises qui sont capables d'en donner. Ils vont profiter de l'augmentation des prix via la taxe de vente. Ils profitent de tout et jamais, jamais, jamais ils baissent. Tu sais, si tu reproches à Métro de toujours garder une marge de 4 % alors que leur chiffre d'affaires augmente, est-ce que je peux dire la même chose du gouvernement du Québec que vous gérez, qui, elle, n'a jamais baissé la taxe de vente, la TVQ, de 10 à 8 % alors que l'augmentation du coût de la vie a fait que jamais on a ramassé de l'argent de même en taxe de vente au Québec. Donc, avant d'aller jouer dans... Puis regarde, je suis très d'accord avec ça. Il faut surveiller tout le monde. Tout le monde a l'intention de nous crosser. Il n'y a personne qui est là pour nos beaux yeux. Là. Tout le monde, tu sais, les entreprises, ils ont une pression, ils ont des actionnaires, ils ont des fonds de pension qui ont besoin d'argent, etc. Donc, mais des fois, ils ont des balles en plein milieu de la plate. Là. L'inflation, en ce moment, c'est bon pour tout le monde. Mais c'est pas juste bon pour Métro. C'est pas juste bon pour l'Oblast. C'est pas juste bon pour Sobeys. C'est pas juste bon pour tous les fournisseurs de cette chaîne-là. C'est bon pour le gouvernement en tant que tel et toutes ces machines alentour et encore plus les salauds qui sont à la SAQ, qui ont une marge, non pas de 4 % comme Métro A ou 4,5, mais de 30 à 35 % dépendamment des années si on regarde l'historique de la SAQ. Donc, si vous voulez faire la leçon et la morale au secteur privé, avant, faites le ménage dans votre crise de cours. Parce que les plus grands crosseurs sont là. Avez-vous adopté des taux d'imposition plus bas avec les salaires qui augmentent? Mais non. OK, toi, tu le fais pas. Pourquoi tu demandes à Métro de le faire? Si tu veux que les entreprises le fassent, puis que vous êtes là, on a parlé au boss de Métro, puis on le redit. Mais toi, le fais-tu? Parce qu'on s'entend que dans la négociation avec le secteur public, on le dit souvent, on en parle avec Yann hier. Si on ajuste en fonction de tout ce qui se brasse comme argent, puis on se dit le gouvernement du Québec peut fonctionner avec 3 % de plus par année, 2,5, 3 %. S'il fait attention, il est capable. S'il va recentrer ses opérations sur les choses essentielles, il est capable d'opérer avec 2,5 % de plus. Tout le reste, on le redonne aux gens. Tout le reste, on le redonne aux gens, puis on est toujours en train d'ajuster la fiscalité en fonction. Mais non, on ne fait pas ça par tout qu'ils font. Regardons, on s'attendait à recevoir 47 milliards d'impôts à la source. Puis là, parce que les prix augmentent, puis que ça a fait augmenter les salaires à l'heure, puis qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on est rendu à 53 milliards. OK? Est-ce que le 6 milliards, tu mets le mets en baisse d'impôts? Non. Ils font exactement comme Métro fait. Donc, eux autres aussi vous appauvrissent, pas juste l'épicerie. Ça, il faut s'en souvenir, là. Il faut s'en souvenir de ça, là. Puis demain matin, si vous avez 1 000 $ de plus d'impôts parce qu'on l'ajuste en fonction de la recette d'impôts qui rentre au gouvernement, il est possible que vous ne soyez pas obligé d'avoir une augmentation de salaire de 5 % par année, probablement qu'à 2,5 % avec l'imposition qui est moindre. Voilà. Vous allez arriver avec de l'argent dans votre compte de banque qui est égal à peu près 5,5 % par année de plus que vous aviez l'année d'avant. Donc, il y a différents moyens de le faire. Donc, au lieu de se lancer des roches puis commencer à se dire n'importe quoi, parce que la minute qu'on questionne ce qui se passe sur la place publique, on passe pour des méchants, peut-être que c'est le temps d'être très créatif dans notre manière d'arriver à patente. La patente, savez-vous, c'est quoi? C'est pas le salaire. C'est est-ce qu'à la fin du mois, je vis une vie qui vaut la peine d'être vécue? Est-ce que je suis capable d'aller au restaurant une fois? Est-ce que je suis capable de me payer un steak à un moment donné? Est-ce que je suis capable de rentrer à la SAQ pas pleurer des yeux quand je vois une bouteille de vin à 20$? Sinon, c'est pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait là si on est juste là finalement pour payer la banque, payer l'épicerie, donc les grandes chaînes, puis payer le gouvernement puis la SAQ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là? On est des esclaves. On est des estis d'esclaves. Donc voilà c'était mon ouverture. Ma voix très sexy. Très sexy, oui. Je dois le dire. Ben oui. Voix très sexy. Merci aux Dolphins pour cette voix-là. Mais j'espère que, tu sais, je crois comprendre qu'il faut répéter les choses souvent. Parce que Jeff, toi, tu n'aurais pas dit que les profs gagnent tous 105 000 par année. Alors que j'ai jamais dit ça. Tu sais,
Quand on parle, quand on écrit, des fois, tu te dis, mais non, tout est évident, tout est tapé, tout est là, tout existe. Mais il y a des gens qui sont de mauvaise foi et qui déforment tout ce qu'on a. At the end of the day, là, peu importe dans quel groupe vous êtes, que vous soyez dans le groupe des employés de l'État ou avec le secteur privé, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est d'avoir un but commun. Le but commun, c'est de vivre, non pas pour l'État et pour le nourrir. Le but, c'est de nourrir notre famille, nourrir nos proches et avoir du plaisir et que cette vie-là soit le fun et sympathique. Le but, c'est pas de se déchirer sa place publique pour essayer d'avoir raison pour que la machine gagne tout le temps. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être bien, un peu comme les années 80, on n'était pas riches. Mais les gens avaient l'impression qu'ils allaient manger une pizza, ils ne se faisaient pas vider les poches. Ils allaient dans un bar, il y avait un 5 pour 1 pour 3 piastres et demi. Ils ne gagnaient pas grand-chose, mais il faut revenir à ça. Comment on le fait? Il y a un grand nettoyage à faire, puis il faut être très, très, très créatif. On vient dans un instant sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Radio Pirate. It's exactly what they need. RadioPirate.com. Il y a une petite boîte. 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 Ah ouais, mon Jerry, il y a une petite boîte. Oui, il y a une petite boîte. Elle n'est pas grosse. C'est une toute petite boîte, mais il y a un peu de stock dedans quand même, même si c'est tout petit. C'est une petite boîte de rien. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai adoré. Pour vrai, là. Moi, j'ai adoré ça. Je ne suis pas... oui, j'aime le golf. Là, j'écoute un peu de golf de temps en temps, mais je ne suis pas un fan comme Dodu, mettons, de golf. Ou Nick de Milwaukee, c'est des maniaques, ça. C'est des vrais fans. Eux autres, c'est des connaisseurs. C'est ça. Moi, je pense que je suis un fan, mais je ne suis pas un connaisseur. Eux autres, c'est des fans et des connaisseurs. Voilà. Est-ce que tu as aimé, toi, la Netflix Cup? T'sais, quand il y a eu la course de F1 à Vegas, tu as eu le... C'était correct, c'était cute, là, mais c'est pas... Ben mais, moi, mais dans les événements de golf que j'ai écoutés, il n'est pas bien, puis celui-là, je l'ai écouté, donc ça a dû m'attirer d'une manière. J'aimais ça, tu sais, le terrain est en pleine ville, la boule en arrière, il y avait un côté sympathique, il y avait une couple de joueurs le fun. Thomas est là, Ricky Fowler, c'est un gars sympathique. C'est ça. Carlos Sainz, c'est un gars fin, etc. Donc, oui, j'aimais ça. Ma blonde aimait ça aussi. Moi, je l'ai écouté. Ma blonde a trouvé ça le fun aussi, parce qu'elle a fait de la boule, puis la patente. Ça nous faisait un peu voyager aussi en même temps. Puis, écoutez, ça donnait le goût d'aller à Vegas. C'est pas compliqué. Exact. Mais c'était où, ça? C'était sur Netflix. Oui, live. Live sur Netflix. Ben, Netflix, c'est ça l'histoire. Là, ils s'en viennent avec un événement qui, si vous êtes fan de tennis, moi, je suis un fan de tennis. Le tennis, il y a beaucoup de personnages. C'est ça aussi. Là. Les joueurs de tennis, c'est des personnages en tant que tels. Il va y avoir un événement Netflix. Ça va être en direct. Je pense que c'est au mois de mars. Je n'ai pas la date exacte. Ça va être une game genre hors concours, mais quand même Alcaraz contre Nadal. Le flot de 20 ans, les deux Espagnols. Le flot de 20 ans et le bonhomme de 30... Je dis le bonhomme. Et le bonhomme de 37 ans. Parce que Nadal, on s'entend-tu qu'il arrive d'une blessure? Il n'y a pas beaucoup de Nadal dans les dernières années. Puis possiblement, Nadal, c'est sa dernière année de tennis. Hein. Il va être à Brisbane en janvier, Nadal. Il commence l'année, mais possiblement, ça va être sa dernière année de tennis. Donc, ça veut dire quelque chose. Donc, ça va être, il l'appelle le Netflix Slam. Ça va être en direct de Vegas. Très hot. Ça peut... tu sais, Nadal, là, dans l'histoire du tennis, tu as Djokovic, qui est là, Nadal, Federer. Eux autres sont classe à part dans l'histoire du tennis. Là. Après, je comprends qu'après ça, on descend juste une marche. Après ça, tu as les Sampras, les Agassi, les Connors, les Lendl, les McEnroe. Mais quand même, dans l'histoire du tennis, il y a 3 gars à part.
Puis Nadal, ben, c'est possiblement sa dernière année. Donc, c'est quelque chose de Federer est parti. Nadal s'en va. Il va rester le Joker. C'est sûr qu'il faut en prendre soin du Joker. Là, parce que le Joker, il attire du monde là, quand il se déplace. Là. By the way, lui, il était banni injustement par rapport à la COVID. C'est une vraie joke. Une vraie joke. Mais j'en reviens à mon histoire de Netflix. Le Netflix Slam. Mais là, ça, c'est intéressant pareil. Netflix met le pied dans quelque chose ils peuvent faire plein d'événements comme ça. Tu sais, un peu comme... La comparaison n'est peut-être pas bonne, là. Un peu comme les événements Red Bull. Tu sais, dans le sens que tu as un événement, tu as telle affaire, tu sais, mais le côté événement, justement, on l'a vu dans le golf, le côté événement, ben c'est le fun. Tu sais, dans le sens que Netflix, il touche à quelque chose d'intéressant. Donc, le Netflix Slam, ça va être le fun. J'ai bien hâte. Hey, ils ont sorti hier, Jeff. J'écouterai pas la soirée. Mais j'en parle pour une chose. Parce que je sais que vous autres, vous êtes des maniaques de la série Succession. Oui. Parce que je cherche le nom, c'est Kieran Culkin. Ben, C'est-tu le frère de Macaulay? Ben oui. Ah, c'est ça. D'ailleurs, il frère. ressemble beaucoup. C'est un des très bons acteurs de cette série-là. Après ça, il y a Jérémy, c'est-tu Strong? Oui. Strong ou Stroll ou je sais pas trop. Non, je pense que c'est Strong. Après ça, tu as Brian Cox. Jeremy Strong fait quoi, lui, dans Succession? C'est celui qui... C'est parce que je veux pas dévoiler rien. OK. C'est celui qui est le next one, qui est considéré comme le next mari one. de la fille. Oui, c'est ça. OK. Non, mais c'est le fils, là. C'est le fils plus vieux, là. C'est le fils plus vieux. OK, mais ça, on peut le dire. Il n'y a pas de... Non, c'est parce que j'avais d'autres choses à dire en tête. C'est pour ça OK. que je me suis OK. concentré, là. Ouais, c'est ça, des fois, pour... Puis tu as Brian Cox, le bonhomme. Ouais, ça, c'est le bonhomme. L'acteur Ça, le britannique, Britannique qui fait du Shakespeare et tout, là. Oui. Mais c'est capoté parce que pour les Golden Globes 2024, parce que le show, c'est début janvier, là, les Golden Globes, dans la nomination des meilleurs acteurs, il y a 6 acteurs qui sont en nomination. Il y a 3 acteurs dans cette série-là. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable, là. Non, c'est une super série, là. Regarde, si vous n'avez pas écouté ça, excusez-moi, là. C'est à écouter, c'est un laboratoire de la vie, là. Oh, oui, carrément. Vous allez comprendre pourquoi on est dirigé par des pas bons. C'est pas juste une histoire de... Tu sais, il y en a qui disent c'est l'histoire de Fox News puis des Murdoch. Non. Appliquez ça à la vie en général, comment ça se passe. Vous allez voir que c'est ça partout. Vous demandez pourquoi Montréal est tout croche. Il y a, dans Succession, il y a Valérie Plante. Il y a des gens proches de Valérie Plante également. Tout du monde qui n'a pas d'affaires à être ce qu'ils sont. Ça s'applique à la vie en général. Non, c'est sublime. Ça ne montre pas des très, très bons côtés de l'humain, cette série-là, mais c'est malheureusement la réalité. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, les acteurs, quand tu dis en nomination, sur 6 acteurs, tu en as 3 dans la même série. On s'entend-tu que c'est rare que tu vois ça, là. C'est vraiment... Hier, il y a une nouvelle qui est sortie. C'est sûr que c'est une patente de bourse, là, mais quand même, parce que c'est la grosseur de la nouvelle quand même. 1100 employés licenciés dehors. C'est une coupe de 20. Quand tu dis qu'une compagnie, une multinationale claire 20 de ses employés, c'est pas rien. C'est énorme. C'est Hasbro. Ce que le public ne fait jamais. Non, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Ce que toute entreprise sérieuse fait, parce qu'à un moment donné, elle s'engraisse et elle doit faire un ménage. Elle va faire un ménage, puis veut pas, quand tu as des périodes plus tranquilles, justement, Hasbro, dans les compagnies de jouets dans le monde, là, les plus gros, c'est Lego. Je parle en revenus, là, OK? Les Danois, c'est une compagnie du Danemark. Les deuxièmes, c'est Bandai, c'est une compagnie japonaise. Hasbro est 3e, Mattel est là aussi, donc les Américains. Coupe de 20 %, c'est énorme chez Hasbro. C'est pas compliqué. Ils se vendent plus de bébelles. Ils se vendent pas de jouets. C'est fini. Jeff. Le jouet sur le téléphone. Le jouet sur le téléphone. Les flots, les bambinos. Parce que les bambinos, là. Sur le téléphone à 3 ans. C'est ça.
Tu sais, le Bambino, il est en couche, Christophe, puis il est sur le téléphone. Fait que tu vas y acheter une bébelle. Là, tu dis, je veux qu'il lâche le téléphone, je vais y acheter une bébelle. Il joue prend la pas. bébelle, il a crise dans la poubelle, il reprend le téléphone. Ben ça, il joue même pas avec la bébelle, il joue un peu avec la boîte. Ouais. Puis après ça, il crisse tout ça là, puis après ça, ça va sur le téléphone. Parce qu'il y a ces petits personnages sur le téléphone qui aiment bien. Donc, la face, c'est que le jouet, l'industrie du jouet depuis des années, je dis des années, 5, 6, 7 ans, là, est sur une espèce de slide. C'était pas une. C'était une pente douce de perte. De perte de vente. Les ventes baissent tout le temps, tranquillement, pas vite. Et là, depuis le début de 2023, Jeff, moins 8 cette année. Moins 8 tu dis, c'est 8 non, 8 dans une industrie globale de jouets. C'est énorme. C'est des centaines de millions de dollars qui se dépensent plus dans les bébelles. Il y a eu une espèce de petit, une espèce de petit flash présentement. Mattel ont réussi à cacher un peu avec la Barbie, justement, avec le film Barbie, telle affaire. Mais l'industrie totale du jouet, en ce moment, il y a un remodelage à faire là-dedans. Et les premiers à mettre la scie là-dedans, c'est Hasbro, 1100 personnes. C'est une grosse nouvelle boursière, là, quand même. C'est quand même beaucoup de monde. On parle de cash. On l'a parlé hier avec Yann Sénéchal. C'est drôle parce que Yann, tu lui as parlé de baseball un peu. Puis Yann, il a dit... Il m'a réécrit pendant la soirée, pendant que j'étais au football. Il a analysé le contrat au complet. Ben oui, c'est ça. Il dit. Puis c'est drôle parce que Yann a dit, je pense que ça va être un contrat particulier. Mais justement, c'est un contrat que jamais... Je pense que Bobby Bonilla, dans le temps, il y a eu un contrat semblable un peu, où il y a de l'argent qui a été reporté dans le temps. Il va juste toucher 2 millions par année, là. Oui, donc, c'est 70 millions, on le répète à patente, 70 millions par année. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, sauf que lui, il touche 2. Il reste sur les 8. Le 8, il s'en va plus loin de 10 ans. Donc, c'est 680 millions de dollars qui, on va se revoir dans 10 ans. C'est quand même inédit comme contrat. Là. Il va être dans une place où il n'y a pas de fiscalité comme en Californie, j'imagine. Voilà. Et là, l'histoire. Lui, il ne veut pas décacher en Californie. Lui, il veut décacher dans 10 ans. Pourquoi il ne veut pas décaisser en Californie? Parce que ça coûte trop cher. Il va se faire lessiver son cash. À quoi la Californie ressemble au niveau fiscal? C'est un enfer fiscal. Comme le Québec. Comme le Québec. Mais riche. Non, c'est ça. Oui. Une place riche, mais les riches en ont plein de cul de payer trop. Et ils s'arrangent pour... Soit qu'ils décrissent, ou soit qu'ils s'arrangent pour être payés ailleurs. C'est capoté, hein? C'est pas certain. On parle que cet argent-là, c'est lui, Ohtani, l'argent reporté, il n'y a pas d'intérêt là-dessus, lui. C'est pas, ils disent pas on va te mettre l'argent de côté, puis tu as de l'intérêt, puis on te le donne plus tard. Non. Lui, il n'y a même pas d'intérêt sur cet argent-là. Là. C'est The Athletic qui a sorti ça. Il n'y a pas d'intérêt sur cet argent-là. Lui, l'argent, son 680 millions, il va l'avoir dans 10 ans. Là. Après ça, ils vont l'échelonner dans 10 ans, là, son argent. C'est la face, c'est que lui, quand ça va être, comme tu viens de le dire, Jeff, quand ça va être le temps de payer de l'impôt, lui, il ne sera plus en Californie, Ohtani. Lui, il va être goodbye. Là, il y a du monde qui dit ouais, comment il va faire pour vivre avec 2 millions par année? Tu sais, joueur de baseball. Il a déjà d'accumuler un peu, là. Ouais, il a un peu d'accumuler, mais la face, c'est qu'Ohtani, ce que le monde ne sait pas, parce que vu que c'est un Japonais, on s'entend dessus que le Japon, c'est loin d'ici, il y a 13 partenariats de publicité. Il fait 52 à 55 millions de dollars par année juste pour les 13 partenariats qu'il y a. Ouais. Il est avec Seiko, les montres. Il est avec Hugo Boss. Il est avec... il y a une grosse compagnie pharmaceutique japonaise. C'est lui qui est représentant de ça. Et il vient de signer en 2023 avec New Balance, la compagnie de Boston, Massachusetts. New Balance, c'est-tu des bons espadrilles, New Balance? Les vêtements New Balance. Lui, il vient de signer avec New Balance en 2023 parce que New Balance veut percer au Japon. Ils sont déjà présents, mais ils sont pas. C'est une marque secondaire. Ils veulent avoir, autrement dit, le visage qui va représenter New Balance au Japon. Il a signé ça en 2023. Wow. Pas d'inquiétude, 50 millions qui rentrent juste pour
ses partenaires. Incroyable. Fait que, il n'est pas en peine, Otani. Là. Il n'est pas en peine de payer son bill. Mais quand même, c'est un contrat assez spécial. Puis, il faut le dire, Yann, il a vu clair. Il dit ça va être un contrat bizarre. Vous allez voir, c'est pas. Dans notre tête, c'était pas ça. Là. Dans notre tête, il donne son salaire, puis ça finit là. Et c'est pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai toujours de petites patentes dans le. Ah oui, c'est ça. Fallait que je t'en parle. Là. La hausse de taxes à Lévis à 7,7 %. Mais si, boire. C'est un peu, là, Jeff. Alors, j'ai vu passer des affaires sur X, sur du monde qui reste à Lévis hier, c'était pas beau. Le monde est pas. Le monde est. Non, là, le monde est en tabac. Le monde. non. Là, le monde est en crise. Là. Mais avec raison. Voyons donc, Carlis. Arrêtez, là. Arrêtez, là. Non, je te le dis, là. Quand on était jeune, quand il n'y a plus rien qui marchait, oui. Il y a un leader qui collait à la game. Les lumières étaient allumées, là. Il y avait une corde au-dessus de la patinoire. Là. Il y avait une corde avec des ronds, des gros globes là, jaunes. Là, il était rendu 7h30. On avait divisé avec la gang. Puis là, c'était rendu 11-2. Puis là, il y en a qui bougonnaient dans l'autre gang. Là, il y a un de la gang qui collait. On arrête ça. On calisse tous les bâtons puis on recommence à zéro. Tu prends un bâton dans le milieu puis on divise. Là, on est là, Jerry. Là, ça marche plus, là. Voyons donc, comment tu peux faire ça au monde? Ouais, mais on n'a pas le choix. Nous aussi, les villes, ça nous coûte plus cher. Oui. Mais sacrement, arrange-toi pour que ça coûte la même affaire. Tu peux plus aller voir le monde. Le monde en ont plus. Christophe, c'est quoi qu'ils comprennent pas? Oui, mais c'est juste 20 $ par mois sur une résidence de 320 000. Ben oui, mais là. 20 $ par mois. Ben oui, mais là, c'est 20. Oui, mais t'as peu, là. Ils n'ont pas encore parlé de la taxe sur l'immatriculation. Là. On va parler de tout ce qui s'en vient comme taxe. Là. Ouais, mais quand c'est juste 20 $, par mois, moi, quelqu'un qui me dit 20 $, par mois, c'est juste 20 $ par mois, okay, c'est 240 $ par année. Ça veut dire qu'avec l'impôt, c'est 325, 340 $. C'est ça, c'est juste 20 $ par mois, parfait. Ben, donne-moi 20. Le gars dit, j'ai pas 20. Non, donne-moi 20 $. Donne-moi toi le 20. Le gars dit, j'ai pas de monnaie. Non, fais-moi un transfert. Pourquoi fais-moi toi, un transfert tu de 20 $? Pourquoi toi, tu en as besoin puis moi, je n'aurais pas besoin? C'est ça. Fais-moi un transfert de 20 $. Puis le mois prochain, je vais t'envoyer un texto, puis tu me referas un transfert de 20 $. Oui. Parce Puis que le mois d'après, c'est pas grave, 20 $. Tu vois, il est tannant en style 20 $. Puis tu ne l'as pas dans tes poches. Tu vas me le donner à moi. Ben, en réalité, le 20 $, ça va dans un trou noir. C'est là que ça va dans ton 20 $. C'est dans un trou noir. Tu n'as rien pour ton 20 $. Là. C'est comme si tu mettais le feu. Prends un 20 $, là, prends ton briquette, là, puis ta bébelle pour allumer le barbecue, là, puis mets le feu dedans. Ça pareil. Là. C'est comme si tu brûlais 20 $. Et c'est le même. Hey, l'autre, il faut que je te parle. Hier, je pense que tu négligeais un petit mot hier. Tu sais, le gars, c'est la rue Saint-Denis à Montréal, là, la brasserie Saint-Boc. Saint-Boc, oui. la micro-brasserie Saint-Boc. Le gars, il n'arrive plus pas en tout. Puis le gars, il est dans les médias. Comprends-tu? Puis il est dans les médias. Puis là, il n'arrive pas. Puis telle affaire. Il va se faire frapper sa tête par une coupe. D'aller expliquer au monde que tu es écœuré de charger ce prix-là, puis que tu as perdu le contrôle des prix, puis que toi-même, tu trouves ça cher en tant que propriétaire. Oui. Imagine-toi comment il y a du monde qui sont pas capables d'entendre ça. Parcomètre, piste cyclable, hausse de la bouffe, hausse des employés, les taxes municipales, le gars dit c'est goodbye. En plus, c'est revenu, OK? C'est la business, là. L'argent qui rentre dans la caisse, là. De 2019 à 2023, on s'entend que le gars, il est quand même sur la rue Saint-Denis, là. Et c'est pas Saint-Denis. Saint-Denis, coin Sherbrooke, là. Oui. Le gars, il a déjà été un coin extraordinaire, mais qui est rendu complètement mort, là. Pour voir comment c'est mort, 75 % de moins de revenus. De 2019 à 2023, 75 % de revenus de moins. Si tu mort, tabarouette. C'est incroyable. Le gars, il serait dans le trouble si... Mettons que ses revenus n'ont pas changé. Il serait déjà dans le trouble. Le gars, il n'y a plus de revenus. Le gars, il est foutu. Il faut qu'il ferme ses portes. C'est pas compliqué, là. C'est goodbye. Une autre affaire qui va fermer. Une autre affaire qui va fermer. Il y en a plein, là. Une autre affaire. On s'en va vers quelque chose de pas beau. Il n'y a personne qui réagit. Au lieu de dire un peu, là, wow, on arrête tout ça, là. On va analyser ce qui se passe. On va regarder c'est quoi l'origine de tous les problèmes. On va corriger à patente. Non.
la crise de solution qu'ils ont tout le temps, c'est des taxes de plus. Oui. On n'est plus capable. Sérieux, on n'est plus capable. On n'est plus capable. Hey, on est à quelques instants de Éric Duhem, je pense. C'est ça que tu me disais, Mr. White? Oui, monsieur. Mais on est toujours dans la boîte et on aura un peu plus de boîte, la petite boîte, avec Jerry dans le prime dans les prochaines secondes. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, encore un petit bout de boîte dans le prime pour nos abonnés. Yes, il y a un des pays dans le monde. L'article était très, très bon là-dessus parce que puis il s'en est parlé aussi beaucoup, ces réseaux sociaux en France. C'est une nouvelle française, mais ça nous touche parce qu'on connaît très, très bien la compagnie. En France, il vient d'ouvrir le premier Krispy Kreme. Ah oui. À Paris. C'est surprenant. Ça, c'est surprenant. OK, mais les Français, OK, de tous les peuples sur la Terre, les Français, c'est les plus grands consommateurs de desserts et de pâtisseries. Ah, tu vois, j'aurais dit les Italiens. Si tu me l'avais demandé, Oui, là, mais ils sont pas loin, les Italiens. parce que les Italiens, là, c'est fou. Là, les displays de dessert quand tu rentres dans une place, là, c'est complètement fou. Le monde déjeune avec un croissant bourré de crème fouettée. Là. Oh. Ici, on déjeune. Ah non, ici, ça prend comment dire, les protéines, après ça, le petit fruit, puis les céréales de blé entier. Les autres, ça colle. 12 grains. Les autres, ils mangent une pâtisserie à crème fouettée. Les autres, ils mangent un café. Non, mais ils ne mangent pas une pâtisserie. Ils mangent un panier de pâtisserie. C'est ça. Tu sais, le petit panier, il arrive, il y a des muffins, Oui, dedans, c'est il y a ça. toutes sortes d'affaires. Puis là, Krispy Kreme rouvre en France. C'est la folie totale. Arrête donc. Non, c'est la folie totale, le Krispy Kreme. Parce que Krispy Kreme, ça a été acheté il y a quelques années par Jab Holding. Jab Holding, un nom qu'on ne connaît pas, mais Jab Holding, c'est un très, très gros, un genre de gros fonds, en fin de compte, un gros conglomérat basé au Luxembourg, bonjour, avec des origines allemandes dans les époques des Allemands qui n'étaient pas fins. On s'entend-tu? Bon, OK. Il y a toute une histoire de Jab Holding. Mais eux autres, Jab Holding, avec les années, ben, ils ont acheté Panera Bread aux États-Unis. Ils ont acheté Krispy Kreme. Krispy Kreme, à un moment donné, il avait un genou à terre. Là. Je pense qu'ils ont été délistés de la bourse, sont revenus, ils ont passé proche de la faillite. Dans toute l'histoire de Krispy Kreme, c'est incroyable. Là, c'est un brand historique. Puis là, l'affaire, c'est qu'eux autres, Jab Holding, ils ont décidé de faire connaître ce produit-là aux Français. Krispy Kreme est déjà présent en Angleterre un peu. Mais en France, vu qu'eux autres, ils se bourrent de pâtisserie, là, tu te dis, Christophe, on arrive dans un marché saturé. Non. C'est Jab Holding, ils veulent ouvrir en France d'ici 2030 500 points de vente de beignes. Pensez à ça, là. Ils sont complètement sautés, là. Mais ils bouffent des pâtisseries. Ça fait la file. Là. À Paris, là, ça fait la file. C'est capoté. Donc, c'est le gros talk dans le retail, dans la restauration, l'arrivée de Krispy Kreme. Puis c'est drôle parce qu'ils parlent des beignes. Puis ce qui intéresse les Français, là, c'est drôle parce que quand ils arrivent au comptoir, ils disent... Ils veulent savoir c'est quoi le beigne que les Américains mangent. Ils veulent savoir le beigne, un peu comme le trademark. C'est le glaze, c'est le beigne régulier, lui que tu aimes, Jeff, lui que tu mangerais à boîte au complet. Le classique. Oui. Puis l'autre, ils trippent, là, parce que, tu sais, l'histoire là, de la lumière qui allume, là, avec les beignes chauds, là, ça fait capoter bien raide. Non, ça, là, non. Parce que j'ai vu à un moment donné, j'ai vu une discussion entre deux personnes, puis là, ils disaient, ah non, quand les lumières allument, là, les beignes, les donuts, ils disent pas beignes, les autres. Il dit les donuts. Il dit les donuts sont chauds. Les donuts, c'est une folie totale. Donc, c'est le gros succès de Krispy Kreme en France. J'ai trouvé ça le fun comme.
Une dernière, mon ami Comme- Jerry, avant d'aller retrouver Éric Duhem. Une petite dernière, regarde, c'est aux États-Unis. Je fouille dans la boîte, là, il reste une petite affaire dans le fond de la boîte. Aux États-Unis, il y a une plainte. Ça, c'est une patente qui a commencé en 2018 puis qui vient de se régler là. Quand tu vas en cours, puis tous les systèmes, on a dit que c'est long. C'est la compagnie Frontier Airlines. C'est que il y a une femme pilote en 2018. Elle voulait, parce qu'elle elle a accouché de son bébé et a repris son travail. Mais elle est pilote. Ça veut dire, elle ne travaille pas dans une garderie. Là. Elle est pilote. Donc, elle voulait tirer son lait pour son bébé, mais sur la job. On va dire, ben, là, Frontier, on dit, non, t'exagères. Ça veut dire, t'es pilote, là. Tirer ton lait, puis on va trouver un autre moyen. Il faut que tu trouves un autre moyen peut-être d'allaiter ton bébé. Non, c'est son droit, puis telle affaire. Mais Calvas, on est rendu en 2023. Il y a les pilotes, c'est les femmes, qui travaillent pour Frontier Airlines vont pouvoir tirer leur lait pendant leur travail. Puis là, j'ai dit, voyons, calif, la fille est pilote. Ils m'ont dit, mais elle ne pourra pas. J'ai trouvé ça comique. Je broyais quand j'ai vu la patente. Là. Je broyais de rire. Là. Elle va pouvoir tirer son lait pendant son travail, mais pas au décollage puis pas à l'atterrissage. J'ai dit, calisse. Mais j'imagine le pilote, ou les deux pilotes. La fille est en train de. Est à 33 000 pieds d'altitude. L'avion se promène, puis la fille décide de tirer son lait. Sa job. J'ai trouvé ça quand même particulier, mais quand même, on est en 2023. Donc, Frontier Airlines vont oublier de s'entendre avec les filles qui veulent allaiter leur bébé. J'ai trouvé ça spécial. Ben voilà pour la petite boîte avec Jerry. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. The Revolution. RadioPirate.com. Éric Duhem, comment il va, Éric Duhem? Ça va très bien toi-même, Jeff. Ben oui, raconte un peu. Ben, ça Raconte, va bien. es-tu dans l'histoire des négociations sur la place publique? Non, pas du tout. Non? Moi, je t'aimais Ouais. ça. Je trouve que ça n'a pas sa place. Puis, tu sais, le problème qu'il y a, c'est que personne ne parle des enfants. C'est ça qui est dégueulasse. Ça fait 3 ans que ces enfants-là Personne souffrent comme parle jamais. T'as raison. Puis, on parle Personne juste du parle des syndicat puis du gouvernement. Puis, ils sont là, puis ils se regardent le nombril. Puis, il n'y a personne qui se rend compte qu'on est en train de l'échapper complètement. Ça fait des années, nous autres, qu'on dit qu'une génération est en train d'être scrappée. Puis, eux autres sont en train de l'achever. Puis, il n'y a pas un chat qui parle d'eux autres. Ils parlent juste de ce qui se passe entre le gouvernement et les syndicats. Puis, on ne sait même plus qui dit la vérité de toute façon, là, parce qu'on a l'impression que ce qui se dit derrière des portes closes, c'est le contraire de ce qui se dit dans les médias. Puis c'est tout un jeu, puis ils essayent tout de manipuler l'opinion publique. C'est à vomir. Écoute, c'est pas nouveau, là. Pensez-y, présentement, au Québec, là, il y a 3 sortes d'enfants. Il y a les enfants qui sont au privé, qui n'ont pas manqué une journée d'école. Il y a des enfants qui, dépendamment du syndicat qu'ils ont à l'école, ils ont manqué 3-4 semaines d'école. Puis il y en a d'autres qui sont rendus à une couple de jours, mais ça continue à compter, là. Oui. Fait que là, on va arriver aux examens du ministère. Tu vas avoir 3 sortes d'étudiants prêts pour faire l'examen. C'est malade, là. Oui. Il va y avoir des enfants qui vont Ceux qui n'ont pas eu d'école, ils sont ils partent foutus. avec 2 prises, Ben mettons, oui. peut-être même 2,5. Non, c'est dégueulasse. Puis Sérieux, c'est ça que ça me fait penser. À l'époque là, du confinement, il y avait des régions, tu sais, que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Il y en a d'autres qui allaient à l'école. Il y en a d'autres que c'était en télétravail. Il y en a d'autres qui n'avaient rien pantoute. Puis le privé, évidemment, il y avait tous eux autres, même encore en télétravail. Fait que là, ils sont arrivés, puis c'était pas égal. Puis là, on est en train de recréer, pour une autre crise là, qui n'a rien à voir avec la pandémie, mais on est en train de recréer le même dysfonctionnement du système d'éducation au Québec. C'est malade. Mais comment ça fait que cette négociation-là ne parle quasiment que des profs? On n'inclut pas la santé bien là-dedans, toutes les autres qui sont touchés par cette Je pense que c'est parce que négociation-là. c'est eux qui ont été les plus activistes. Hein? C'est la FAE, qui est le syndicat qui a été le plus à l'avant-garde, qui est le syndicat, un des syndicats des profs, qui est le plus actif là-dedans. Je pense que c'est pour ça. C'est le Front commun, on en entend parler, mais on entend plus parler de la FAE que du Front commun, parce que ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont en grève. Je pense que c'est pour ça. OK. Est-ce que toi, au niveau... le parti, bon, à date, le Parti conservateur n'est pas, à cause de comment ça a levé avec l'histoire de la COVID, puis tous les débats,
qui est arrivé dans la société. Mais à date, si je ne me trompe pas, le Parti conservateur du Québec n'est pas encore un parti politique hyper conservateur au niveau économique. Tu sais, vous n'avez pas fait je dirais, l'ADN du parti. Et pas encore, tu sais, c'est pas encore ça qui est au cœur de la parole. Mais c'est sûr qu'il y a des propositions qui ont été adoptées. Si tu vas lire le programme économique du parti, autant dans la campagne électorale avec notre plateforme que le programme qui vient d'être adopté au Congrès il y a 3 semaines, c'est très, très économiquement, là, c'est un parti de droite là, économique. C'est ça, c'est très clair. Cela étant dit, tu as raison sur une chose, puis quand on parle des syndicats, c'est un élément important. On a beaucoup de syndicalistes à l'intérieur des troupes. Ouais. Pour toutes sortes de raisons. Et en même temps, c'est cohérent parce qu'on n'est pas contre les travailleurs. Au contraire, moi, je trouve que les idées de droite, au niveau économique, sont beaucoup plus favorables aux travailleurs que les idées de gauche. Puis, tu sais, à la base, là, c'est ça. Quand tu es dans un syndicat, normalement, la base, le b.a.-ba du syndicat, ça devrait être de défendre les travailleurs. Ça fait longtemps qu'il y a certaines centrales qui ont oublié ça, là. Oui. Mais notre discours politique, il est très pro-travailleur. OK. Mais la gestion de l'État, qui est notre gros problème, là, parce que si on a à fouiller le coût de la vie, pourquoi le Québec coûte si cher, pourquoi nos salaires, il y a un paquet d'affaires à analyser. Oui. Et ultimement, là, je veux dire, je vais le répéter encore parce que c'est incroyable comment c'est déformé ce qu'on raconte, là. C'est pas vrai que je dis que tous les profs gagnent 105 000. Je vous dis, il y a des profs qui gagnent 70 000 qui méritent de gagner 110 000. Il y a des profs qui gagnent 100 000 qui mériteraient de gagner 68 000. Moi, j'aime pas la manière que c'est fait parce que je sais comment ça se passe à l'intérieur de l'école. On a plein de gens qui nous parlent dans les écoles. Mais ce que je veux dire, c'est que la capacité de payer, puis vous allez me dire, ça inclut également les travailleurs de l'État. Donc, au niveau de la grosseur du gouvernement puis l'enveloppe budgétaire qu'on a besoin, puis là, on le voit qu'on est rendu au bout de ce modèle-là de taxer, de toujours se courir après la queue. Est-ce que collectivement, même si qu'on soit pour les travailleurs puis qu'on veut que tout le monde gagne mieux, est-ce que collectivement, on est capable de payer plus qu'on paye en ce moment? Je parle pas de mérite, là. Je parle de capacité de payer des travailleurs qui sont taxés, imposés, etc., des entreprises également. Est-ce qu'on n'est pas rendu au bout de ça? Bien, la question est hyper pertinente, mais la réponse n'est pas juste par rapport aux employés de l'État, là. Le modèle québécois au complet est à revoir. Et parce qu'il y a beaucoup de domaines d'intervention de l'État où, effectivement, on dépense beaucoup trop par rapport à la capacité de payer des contribuables. Puis on le voit tous les jours. Puis on a un gouvernement qui est tellement pas soucieux de ça. C'est ça qui me fait halluciner, là. Faut absolument qu'on parle des droits d'immatriculation là, qu'ils ont donnés aux villes là, vendredi soir là, en petite vite là, à l'Assemblée nationale parce que pour moi, c'est symptomatique du problème québécois à la base de ce qui s'est passé vendredi. Il n'y a aucun média qui parle de ça ou à peu près. Là. Passer en douce là, un vendredi. La petite vite du temps des fêtes. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Okay. Là. Ils ont fait ça vendredi. Pendant qu'ils ont annoncé le bâillon, donc tous les médias parlaient du bâillon sur le projet de loi 15 en santé avec le ministre Dubé. Puis alors qu'on s'en allait en vacances, alors qu'il y avait la grève, puis le Front commun qui commençait aussi, puis la FAE qui se continuait le conflit de travail, donc on parlait beaucoup de ça. Ils ont adopté à l'unanimité le projet de loi 39, dont une des dispositions, c'est de permettre aux villes de pouvoir augmenter les droits d'immatriculation de plusieurs centaines de dollars potentiellement. Là. À Montréal, il y a juste Montréal présentement qui avait le droit de faire ça, puis ils l'ont mis à hauteur de 49$. Mais là, ça veut dire que partout ailleurs, dans toutes les autres villes... Ça peut monter jusqu'à 400. Ça peut monter jusqu'à 400$ par véhicule. Hein? Et ils ont fait ça à l'unanimité. Oui, pas un sur 125 qui s'est dit, attends une minute, là, on est-tu en train d'envoyer une facture à du monde qui ont de la misère à payer leur épicerie? Ça, il y en a c'est pas tout un, des ça y a sacrements de allumé. bandés, ces autobus et ces trains. Mais c'est malade. Ouais, c'est malade. Puis tout ça, pourquoi? Parce que les villes, ils braillaient parce qu'ils ont un déficit au niveau du transport en commun. Mais pourquoi il y a un déficit au niveau du transport en commun? C'est-tu parce que, puis ça revient à ce que tu disais, là, Jeff, là, on a-tu les moyens de payer 250 300 000 $ quelqu'un pour gérer la RTC à Québec? Il faut se poser la question. Peut-être que c'est une job à 120 000 qu'on a les moyens de payer. Puis, à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne que... Mais par où qu'on commence? Tu sais, moi, si je donne un contrat de 5 ans,
Puis je suis fourré, j'arrive au gouvernement, j'ai 4 ans. Puis la première affaire que j'ai 600 000 employés, que j'ai un contrat de 5 ans à 4,5 d'augmentation. Je commence mon nettoyage où? D'où l'importance de décentraliser puis de t'assurer qu'il y a du monde qui sont imputables. Parce que là, présentement, c'est le bar ouvert. Puis le gouvernement, non seulement il n'est pas en train de se demander par où commencer, Jeff, il est en train de se demander comment est-ce qu'il peut encore plus taxer le monde puis encore plus engraisser le système qui ne marche pas. C'est ça qui est le vrai problème, là. Pendant qu'on a fait... Écoute bien ça, là. La semaine passée, au Manitoba, ils viennent d'élire un autochtone premier ministre, un NPD socialiste, là, OK? Une des premières choses qu'il a faites après son élection, c'est qu'il a suspendu la taxe sur l'essence. OK? Mais c'est pas ça qui se passe ici, là. Le 1er janvier, au Il est dans Manitoba, NPD, là. il est NPD. OK? Non, Le mais 1er ça, c'est pas janvier, ça. au Manitoba, ils suspendent la taxe nous, on sur va l'essence. augmenter les taxes de l'essence au nom de la fin des énergies fossiles. Oui, mais on a fait une campagne électorale. J'étais au débat des chefs. J'étais face à François Legault, puis Gabriel Nadeau-Dubois était à ma gauche. François Legault riait de Gabriel Nadeau-Dubois, puis il appelait ça des taxes oranges. Puis il disait que ça n'avait pas de bon sens, puis qu'il voulait égorger le monde, que la famille qui avait une petite familiale pour se promener, pour faire son épicerie, puis aller promener les enfants au terrain de soccer. Puis il disait que ça n'avait pas de bon sens, puis il attaquait Gabriel Nadeau-Dubois. Là, ils se sont mis les 4 partis ensemble à la dernière minute en pensant que personne ne le verrait parce qu'on est tous occupés dans nos parties de Noël puis notre magasinage de Noël pour passer un projet de loi qui va donner le pouvoir aux villes de nous taxer 300-400$ par véhicule de plus. OK, mais on commence par où, là? Bien, on commence par arrêter ça. La première étape, c'est même pas de commencer à reculer, c'est de commencer à arrêter d'avancer dans ce sens-là. Il faut qu'on arrête de taxer le monde puis de les égorger. Parce que si, Jeff, ce que tu dis est vrai, la capacité de payer a été atteinte, mais à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans le pot. Fait qu'ils vont être obligés de faire des choix. La façon de commencer ça, Est-ce que tu penses c'est que de les chiffres de la restreindre les SAQ, revenus. est-ce que tu penses qu'ils font le lien entre les chiffres de la SAQ et ce qui se passe avec le monde? De voir Pas que la sûr. SAQ est en baisse, puis que les gens ne se payent plus ces luxes-là, puis qu'ils ont coupé, Non. etc. Je pense Ils qu'ils ont pas l'air croient à que c'est leur comprendre. campagne de publicité pour diminuer l'alcool au volant ou de... C'est n'importe quoi. Non, mais le pire, c'est qu'il y a un fonctionnaire qui va écrire ça quelque part. Ah là. oui. Je l'invente pas, là, je suis sûr que ça va exister. Ils vont penser qu'ils ont fait un trop bon travail puis qu'ils ont réussi à ramener le Québec sur la voie de la sobriété. Il n'y a pas juste la sobriété énergétique qui marche, la sobriété de la Oui. SAQ aussi. C'est... Je ils reviens verront à mon pas histoire ça. pareil. Je reviens à mon histoire pareil. On est à un point tournant, il va falloir prendre des décisions qui sont très dures, là. C'est-à-dire que moi, je pense pas que le gouvernement peut opérer des hôpitaux. OK, il nous a montré, mais ils ont bien beau faire des réformes, ils ont bien beau faire des baillons, ils ont bien beau nous faire des vidéos sur Twitter, nous expliquer ce qui s'en vient. Je n'y crois plus 0. Le gouvernement est incapable d'opérer des hôpitaux. OK, pour moi, c'est réglé. Est-ce qu'il y a trop de monde dans la... Ben justement, c'est bon. Là, les employés me disent, ouais, mais Jeff, nous autres, on mérite mieux. Le problème, c'est que on n'est pas assez payé, puis il y a trop de fonctionnaires, puis la machine est trop lourde, puis ça vient pas en bas. Parfait. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Tant que vous allez travailler pour l'État, ça va être de même. Là. Ben oui. Et ça va être même plus de même dans 10 ans que ça l'est aujourd'hui. Ben oui, puis Donc, on vous le voulez voit. faire quoi pour ça, là? Ben, la première étape, là, c'est d'établir de la concurrence. Puis l'exemple qu'on a, là, regarde, on parle beaucoup des profs présentement, mais on parle pas des profs au privé, alors que c'est un secteur qui est en forte croissance. Puis là, je peux te dire qu'avec la grève qu'il y a là, ça va être encore plus. Surprends-toi pas, au mois de septembre l'année prochaine, il y a encore beaucoup plus de gens qui veulent envoyer leurs enfants à l'école privée. Là. On a vu, là, depuis la crise sanitaire, ça a monté. Puis j'ai l'impression que ça va encore connaître un nouveau boom. Là. Ces gens-là, les syndicats, ils s'en rendent pas compte. Là. Ils ont beau gueuler contre le privé en santé et en éducation, mais c'est les meilleurs agents pour promouvoir le privé en santé et en éducation. Ils sont en train de donner le goût au monde d'aller voir Marc Lacroix pour se faire soigner, puis d'envoyer leurs enfants au séminaire Saint-François. Là. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Là. Et ça, c'est la meilleure façon de le faire parce que tout ce que tu dis tantôt, là, ça se fait au privé. Quand un prof est meilleur au privé, ils ne veulent pas le perdre. Ils vont lui donner ce qu'il y a de besoin. Je veux dire, ils vont. Puis quand il y en a un qui n'est pas bon, bien, soit qu'ils vont s'en débarrasser, ou soit qu'ils vont le payer un peu moins, ou soit qu'ils vont lui donner des tâches un peu moins complexes. Je veux dire, pourquoi la solution, c'est pas compliqué, c'est la décentralisation puis la compétition. Et c'est ça qu'il faut instaurer. Il faut que l'État, oui, puisse dire on va redistribuer une partie de la richesse. J'écoutais Pierre Pasco quand j'étais jeune, puis ça parlait de ça. Ben oui, puis ça fait 30 ans, 40 ans, puis il n'y a rien qui a bougé. Incroyable. Puis il y a des gens qui pensent encore que le modèle québécois fonctionne, il faut encore alimenter ça. Moi, j'ai confiance que
ils sont rendus au bout de leur corde. Là. Moi, je le vois. Là, on le voit partout dans le monde. Il y a une montée de la droite. On voit qu'à Ottawa, Justin Trudeau, c'est une catastrophe. Là. Je pense pas qu'il y a personne qui peut aujourd'hui sérieusement dire qu'économiquement, ça marche, son modèle. Il va y avoir une élection fédérale plus tôt que tard. Puis déjà, moi, j'ai confiance que les conservateurs à Ottawa, cette fois-ci, c'est pas les conservateurs de Mulroney. Là. C'est un parti qui est vraiment conservateur. Et j'ai confiance qu'il va réduire la taille de l'État puis qu'il va instaurer de la concurrence. Quelqu'un qui comprend ces principes-là. Et il faut qu'on renverse la machine. Puis comme électeur, on a un devoir aussi comme citoyen. On peut pas regarder ça puis avoir les bras croisés puis se dire tout va changer tout seul. Il faut s'impliquer, il faut bouger, il faut s'activer parce que... Ils ne découragent pas les Québécois, toi? Ben, c'est-à-dire que... Je vais te dire pourquoi, là, vite de même. Les Québécois, là, je comprends que le Parti conservateur monte un peu. Je comprends aussi que le Parti conservateur n'a pas nécessairement une tonne de bons députés ou de nouveaux candidats vedettes annoncés pour le Québec. Donc, il n'y a pas de leader très fort pour le Québec. Mais je veux dire, je regarde les chiffres. Le Bloc québécois est encore là, pas mal en avant. Surprenamment, le Parti libéral fait mieux ici que partout ailleurs. Oui. Ensuite, au niveau provincial, on est en crise après François Legault alors qu'on aurait dû l'être il y a 1 an. Puis que finalement, on vient de se réveiller. Puis que c'est un parti qu'on doit sacrer dehors au plus sacrant. 1 an trop tard. Et là, pour le remplacer, on prend exactement un parti d'abord désorganisé complètement, très amateur, dirigé par un gars un peu pleurnichard, un peu mou. Mais les Québécois se tournent vers une genre de sécurité d'un nom qu'ils connaissent déjà, donc Bloc québécois, Parti québécois. Si on leur parle d'Éric Duhem, d'idées conservatrices pour changer et moderniser le Québec, ils vont parler de Dudu, ils vont dire plein d'affaires un peu connes. Ça te décourage pas un peu le comportement là, démocratique des Québécois? C'est sûr que la route est longue, disons. Puis on n'est pas dans... Il y a des terreaux plus fertiles pour nos idées, ça, c'est assez clair. Je pense qu'on ne peut pas nier ça personne. Cela étant dit, moi, je vois toujours la progression. Je suis un optimiste de nature, tu le sais. Puis je me dis que plus on va travailler, plus on va y arriver. Moi, je suis très content de voir que les Québécois, enfin, jugent le gouvernement Legault pour ce qu'il est. Puis tu as raison, c'est arrivé trop tard. Nous autres, ça fait quelques années qu'on est déjà arrivé à cette conclusion-là. Mais mieux vaut tard que jamais. Puis là, présentement, j'ai l'impression que la chute n'est pas terminée, Jeff. J'ai l'impression que les Québécois sont vraiment en train de comprendre qui est la CAQ, qui est François Legault. Non, mais sacrément, ça leur a pris une histoire des Kings de Los Angeles pour allumer. Ben, je sais pas si c'est les Kings ou le troisième lien ou le tramway. Il y a tellement eu de gaffes et de conneries dites par ce parti-là puis par ce gouvernement-là. Je suis même pas sûr c'est quoi l'élément déclencheur. Je pense, moi, que c'est le troisième lien, mais je suis pas sûr qui a été le... Mais tu as raison, l'affaire des Kings, c'est une affaire de 5 millions. C'est que le troisième lien, même si les gens étaient contre dans certaines régions parce qu'ils se sont fait taper les oreilles avec ça par les médias, juste de voir que ce parti-là était capable de mentir de même, puis alors que c'est un parti qui ment depuis des années. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Il faut lire le livre de François Legault pour voir ce qu'il a fait en arrivant, pour voir qu'on avait affaire à un méga menteur. Mais les gens ont comme allumé sur le troisième lien, même s'ils n'étaient pas nécessairement pour à Montréal. Je pense que finalement, ils sont bizarres. Parce que le troisième lien, c'était trop évident. Là. C'était comme, c'était leur engagement fort, c'était la question de l'urne. Puis là, ils se font pogner. Là, c'était grossier là, la façon dont ils l'ont fait. Moi, je pense que c'est ça. Le fait aussi que... Puis ils l'ont fait aussi dans le dossier du tramway. Ils ne sont même pas capables d'assumer une décision puis d'avoir une vision. Ils sous-contractent ça à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, dont ce n'est pas le rôle. Puis c'est du monde de Montréal qui vont commencer à décider. Écoute, Québec, là, c'était leur épicentre. C'était le château fort de la CAQ. C'est d'ici que c'est parti, la vague de la CAQ, là. Hein, quand ils étaient dans l'opposition, c'était à Québec qu'il y avait le comté. Là. Ça a levé à cause du troisième lien. Ça a levé en grande partie à cause du troisième lien. Ce parti-là, aujourd'hui, s'il y avait des élections dans la région de Québec, il est 4e dans les intentions de vote. Hein? Oui. 4e dans la région de Québec. Puis il y aurait 1 ou 2 sièges sur les 19 de la grande région. OK? Juste pour que vous compreniez où on en est rendu. Puis moi, je pense que ce qui se passe à Québec, c'est ce qui va se passer à la grandeur du Québec tout à l'heure, parce que c'est toujours plus long à se rendre ailleurs. Québec, les gens sont plus politisés, puis c'est ici que ces dossiers-là ont été le plus discutés. Puis il y a plus, les médias sont un peu plus réveillés, puis il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer pourquoi à Québec, là, les phénomènes politiques partent souvent de Québec. Fait que j'ai l'impression que, comme Jerry, tu dis souvent le banc de poissons, là, oui. Ben, le banc de poissons, il va suivre Québec. C'est vrai qu'il y a des craquistes qui veulent foutre le camp. Là, écoute, ce qu'on l'histoire d'Éric Girard. Mais non, mais Éric Girard, le prendriez-vous, vous? Le fédéral, il ne le veut pas, en tout cas, le conservateur. Tu le prendrais-tu, Jeff, dans ton équipe? Jamais. Bon. Non, jamais. Hey,
Moi et Jerry, on va s'acheter avec Mr. White, on va s'acheter une shop de hot dog puis de poutine. Je l'engage même pas. Je le veux pas. Puis, ben, c'est ça, moi non plus. Fait que c'est ça que j'ai répondu à la question hier. Il y a un journaliste qui me l'a demandé. Parce que là, juste pour celles et ceux qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas vu les articles passés, là, dans la presse hier, le Parti conservateur du Canada disait qu'il ne voulait pas d'Éric Girard parce que M. Girard aurait, semble-t-il, levé la main pour essayer d'être candidat pour Pierre Poilievre au fédéral. Il avait déjà été candidat pour Stephen Harper il y a déjà plusieurs années. Et donc, son nom circulait, puis semble-t-il qu'il avait ouvert la porte. Puis les conservateurs à Ottawa, ils ont dit merci, mais non merci, on ne te veut pas. Puis, fait que là, cause des Kings, à cause de la bourse du carbone. À cause de la bourse du carbone, à cause de ses budgets. Je veux dire, il a fait les budgets les plus déficitaires de l'histoire du Québec. Est-ce que c'est le message que, comme conservateur, on va envoyer à la population? Ouais. Pas rien que ça. Si tu prends l'étiquette de ministre des Nordiques, t'es un cave. Oui. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, moi, je suis ministre de l'Éducation, je suis millionnaire, j'arrive de gros jobs à la Banque nationale où je sais pas trop. Puis mon gars, il arrive et il me dit Bon, salut, Eric, comment ça va? J'ai une idée pour toi. Oui. Tu pourrais être ministre des Nordiques. Je dis Rien, Chris, viens-tu, toi, là? Tu sais ce que tu fais là? Tu ne vas pas badaboum de moi, là. Moi, je suis un gars sérieux, je suis dans le milieu des finances. Le gars, il a pris le badaboum, il l'a mis sur lui. Ça montre que le gars n'est pas bien sérieux. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, tout ça pour revenir à la base, là, fait que il n'est pas bienvenu. Mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose à la CAQ. Puis c'est la première fois qu'on a vu ça dans la session qui finit, là, parce que j'ai fait mon bilan de session hier. Là, puis c'est un élément important de la session qui s'achève. C'est la première fois depuis la fondation de la CAQ qu'on voit des députés publiquement contester les décisions du parti. Ça s'était jamais vu. Mais ils partent pas pareil. Ils partent pas, mais la première étape, c'est que tu commences à être pas content. Tu sais, la première étape, là, c'est que ta blonde, elle chicane avec toi. Là. Elle fait pas ses valises le premier soir. Là. Fait que là, ils sont à l'étape de la chicane puis de dire qu'ils sont pas de bonne humeur puis mettre le poing sur la table. C'est pas de la façon qu'on le voudrait, c'est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement. Là. Écoutez, quand c'est rendu qu'un député va à Radio X sans la permission du bureau du premier ministre faire une entrevue pour dire qu'il est pour le pont à l'est du Parti conservateur du Québec, on n'avait jamais vu ça. Là. Quand c'est rendu qu'il y a 4-5 députés qui sortent contre la décision, justement, de donner 5 millions au pôle nordique, mais aux Kings de Los Angeles, et que ces gens-là, il y en a même qui disent que c'est contre leur valeur. Ils ont écrasé 24 heures après. Oui, mais ils ont écrasé parce qu'ils se sont fait ramasser après, mais il y a quand même eu... Ils ont quand même sorti publiquement. Ils n'avaient jamais fait ça avant ça. Là. Ils ne disaient pas un mot. Là, tranquillement, on commence à entendre des bruits. Donc, est-ce que ça va continuer? Sûrement. Puis, dites-vous une chose, là, le fait que les sondages descendent, c'est pas étranger à ça, là, parce qu'eux, là, ils savent qu'ils sont cuits dans leur comté s'ils continuent de même. Là. Hey, Eric, Oui. il nous reste 2-3 minutes sur le live. On continuera à jaser de son affaire sur le Prime quelques minutes après. Mais je veux, avant qu'on quitte le live, si jamais, je reviens avec mon histoire, si jamais tu es premier ministre et que tu as une équipe qui négocie avec les employés de l'État, je comprends l'histoire de décentraliser, moi c'est ma philosophie depuis toujours, mais je veux dire, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Mettons que tu as une équipe qui négocie avec les profs, avec les infirmières, avec un paquet de monde, qui, à un moment donné, au début, avait un peu de sympathie. Là, les enfants à la maison, la sympathie diminue, mais c'est vrai qu'il y a des profs qui gagnent pas assez cher. Il y en a d'autres qui gagnent trop cher. C'est un système qui est injuste puis qui doit être revu. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour régler ce dossier-là? Je veux juste répondre à quand tu dis que la sympathie du public commence à diminuer. Tu as raison. Puis j'ai l'impression que le point tournant, ça a été il y a un peu plus d'une semaine quand Magali Picard est partie à Dubaï. C'est niaiseux, là, mais j'ai l'impression que ça a été comme le vent de changement, le tournant, là, il a été là. Mm-hmm. Parce que là, les gens se sont dit, attends une minute, là, ils nous disent que c'est la fin du monde, c'est les négos de l'histoire, c'est les négos du siècle au Québec. Puis madame, elle s'en va à Dubaï, puis elle dit qu'elle est capable de faire ça sur Zoom la nuit dans sa chambre d'hôtel sur le bord de la plage. Ouais, ça n'a pas passé ce bout-là. Fait que je pense qu'il y a un moment où on essaie de comprendre pourquoi l'opinion publique a viré de bord. Là, je pense que c'est celui-là. En 2 minutes, qu'est-ce que tu ferais pour la première chose, là, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les travailleurs sur une chose. C'est vrai qu'il y a de l'inflation présentement. C'est vrai que le coût de la vie augmente considérablement. C'est catastrophique. À chaque fois qu'on fait l'épicerie, on le sait. À chaque fois qu'on renouvelle une hypothèque, on le sait. À chaque fois qu'on va au restaurant, on le voit. Oui, mais celui qui paye la facture, qui gagne 58 000 dans la population, qui ne travaille pas comme prof ou dans le gouvernement, lui aussi est touché par les mêmes affaires, puis il ne gagne pas ce salaire-là, puis il n'y a pas de job protégé à vie. On ne peut pas commencer à dire qu'on ne va pas donner l'inflation à des employés. Puis c'est vrai dans le secteur public comme dans le secteur privé. Là. Si on veut que les gens conservent leur pouvoir d'achat,
il faut minimalement viser que ces gens-là puissent gagner la hausse du coût de la vie, là, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir des augmentations qui sont conformes à tout ce qui augmente autour d'eux. Sinon, ce que ça signifie, Jeff, ça voudrait dire qu'à tous les ans, ils s'appauvrissent. Si, mettons, on leur donne 2 puis l'inflation est 3 ou n'importe quoi, on leur donne 3 puis l'inflation est 4, là, c'est pas important. Mais on ne connaît pas l'inflation dans 2 ans. Ben, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut négocier en fonction de l'inflation? Moi, ça se fait. Là. Il y a des endroits que ça se fait. Tu es capable de mettre... Pourquoi c'est pas ça tout le temps? Pourquoi on négocie ça? Pourquoi c'est pas dans le Ben, contrat habitant aeternam, ça? On devrait leur dire que c'est en fonction de l'inflation, puis on trouve un institut puis une façon de procéder puis de calculer qui est consensuelle. Et c'est ça qui devrait être l'augmentation. Parce que présentement, là, c'est vrai que ça monte beaucoup plus vite, que les salaires montent moins vite que le coût de la vie. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui s'appauvrissent à vitesse grand V. Fait qu'il faut qu'on trouve une façon. Parce que les revenus de l'État, Jeff, quand il y a de l'inflation, n'oublie pas une chose. Là. Ouais, mais le gouvernement, il fait plus d'argent aussi. Qu'est-ce que tu dis à la personne qui gagne 52 000 par année et que son employeur il a dit, garde, là, j'aimerais ça te donner 4,5, mais je suis pas capable de donner plus que 2,8, 3,6 %. Je suis pas capable. Faut que je squeeze mes fournisseurs, faut que je squeeze ici. Je suis pas capable. Je suis rendu au bout de la patente. Je peux juste te donner 3 %. Mais puis lui, il ramasse la facture de celui qui gagne 4,5 % de plus. Mais plutôt que de te couper le ballonnet de plus en plus mince puis de nourrir plus personne parce que tout le monde crève de faim, pourquoi on n'a pas moins d'employés? Pourquoi on ne s'assoit pas avec les syndicats et on dit OK, vous voulez 4 % d'augmentation de salaire, on va vous le donner, mais on va réduire l'État de 10 %. Ben, ils font jamais. Ben non, ils font jamais. Ils vont aller dans la rue, mais tu vois que c'est ça qu'il faut mettre le feu au char de police. Mais tu sais que c'est ça qu'il faut faire. L'idée, c'est pas de vouloir appauvrir les travailleurs en utilisant l'inflation pour leur donner moins. Le but, c'est qu'il y ait moins d'employés au service de l'État, que les contribuables en aient plus dans leur poche. Le but, c'est d'avoir des meilleures écoles avec des étudiants qui sont de le motiver puis formés. Mais ça passe c'est pas par plus d'avoir d'État, des infirmières qui se présentent aux opérations le matin puis qui ne sauvent pas à 8h moins 10 en disant finalement, je rentre pas le matin. Il faut que ça marche, là. Il faut qu'il y ait un bonus de performance à un moment donné, là, parce qu'il n'y a rien qui va super bien, là. Oui, mais des bonus de performance, fais attention, là. Les bonus de performance dans la fonction publique, là, quand c'est rendu que des monopoles se donnent des bonus de performance à Hydro-Québec puis à la SAQ, même tu as vu... Oui, mais ça, c'est les cadres qui se donnent ça. Mais ça n'a pas de sens. Ouais, mais les autres, ils sont dans un monopole. Comment tu peux donner des bonus à des monopoles? C'est quoi ton mérite d'avoir augmenté la consommation d'électricité ou d'alcool au Québec quand tu n'as pas de compétition? Éric, je suis pas contre ce que tu dis. J'essaie juste de dire ce que moi j'entends aussi à travers le monde. Ouais. Tu comprends? Il y a un équilibre qui n'est pas facile. Puis il n'y a personne qui croit qu'il va y avoir moins de cadres. Puis il n'y a personne qui croit qu'on va diminuer le nombre de fonctionnaires. Il n'y a personne qui croit à ça. Mais si on arrive avec un mandat démocratique légitime, ils n'auront pas le choix. Je veux dire, il faut que les syndicats puissent accepter ça. Puis de toute façon, ils n'ont pas à accepter ou pas accepter. C'est pas eux autres qui gèrent le Québec. Ça, c'est là-dessus, le Legault, il a raison. Là. Je veux dire, c'est pas les syndicats qui décident. C'est pas eux autres qui décident le nombre de fonctionnaires que tu faut que tu embauches à la fin de l'année. C'est le gouvernement, celui qui est imputable, celui qu'on a élu. C'est pas Magali Picard. Là. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est le gouvernement qu'il faut qu'il mette ses culottes puis qu'il dise, gars, il y en a trop, il faut réduire la taille de l'État. Puis j'ai confiance que ça va commencer, le mouvement va commencer à Ottawa. Là. Moi, je suis convaincu que Poilievre va réduire la taille de l'État. Est-ce que tu aimes mon idée de donner, on parle de décentraliser, on parle souvent des hôpitaux privés versus les hôpitaux publics, etc., mais le modèle des écoles semi-privées, pourquoi on ne l'applique pas, pourquoi on n'enlève pas les commissions scolaires, on leur a changé de nom, là, puis ça n'a rien changé. Pourquoi on ne donne pas de la gestion locale dans les écoles, puis que les négociations se passent à l'intérieur d'une école, puis peut-être qu'il y a un prof qui en ce moment gagne 70 000, qui mériterait de gagner 110 000, qui va se trouver une job dans une de ces écoles-là qui est gérée localement. Puis celui qui gagne 120 000 pour une question de... ou 110 000, pour une question d'ancienneté puis de coche remplie, mais qui finalement est un prof bien ordinaire, peut être négocié à la baisse à 80 000 ou à 70 000 parce qu'il ne livre pas ce qu'il devrait livrer. Mais ça se fait dans un contexte où il y a quelqu'un qui négocie avec quelqu'un d'autre face à face. Quand c'est un gros melting pot de même, là, avec plein de monde, il y a des bons qui ne gagnent pas assez cher, il y a des moins bons qui gagnent trop cher. C'est comme une affaire mur à mur qui ne fonctionne pas à la fin de la journée. On nivelle par le bas. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le modèle communiste aussi. Là. Quand tout est centralisé, puis tout est politique, puis tout est décidé pas en fonction de ta rentabilité puis de tes résultats,
ben c'est ça. C'est un nivellement par le bas, puis c'est un État où le gouvernement contrôle tout, puis on le sait, c'est ça qui est le moins productif à tous les niveaux, puis c'est le moins profitable aux citoyens. Il faut sortir de cette mentalité-là, puis on est accroché un peu à cet idéal-là. Je comprends qu'en théorie, c'est beau, mais en pratique, c'est une catastrophe. Ça, c'est tu viens de le dire. C'est le plus gros des problèmes. On est beaucoup plus socialiste. Tu sais, des gens qui disent « Ah, moi, je suis plus à droite. » Non. Le Québec en général, incluant ceux qui vous parlent, on baigne dans le socialisme depuis trop longtemps, puis ça a fini par marquer un peu qui nous sommes. Hey, un peu plus de Éric Duhem sur Radio Pirate Prime pour les gens qui sont abonnés de Radio Pirate. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, eh bien, venez-vous-en. On est là, disponible gratuitement sur radiopirate.com. Radio Pirate. Making history again. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live, notre ami Régent Tremblay. Reg, t'es salué, mon ami. Il paraîtrait que madame est au lit. Ah, madame, je ne sais pas d'où elle a pêché cette grippe-là. Elle a lutté contre ça pendant 5 jours avec le gingembre, là. Ouais. Ça a l'air que ça fait des miracles, mais à un moment donné, ça ne fait pas des miracles jusqu'au bout. Là, un knock-out, 2 jours, 3 jours. Ouais. Knock-out complet, j'ai rarement vu. Knock-out. Non, quand je sais, MC a eu ça pendant. Moi, j'ai rarement vu ma blonde maganer de même. Vraiment, là, coucher, à pas être capable de rien faire, aucune énergie, tout. Puis, surprenamment, on dirait que c'est un genre de. En tout cas, hier, j'ai eu mal un peu à la tête, mais j'ai pas ramassé donc, on dirait qu'il est sélectif. Ou encore, on a des bouts de ce microbe-là quelque part qui fait qu'on peut gagner de temps en temps. Mais ceux qui le développent vont dire de quoi c'est quelque chose. Ben, moi, je lui ai dit quand t'es très choyé, parce qu'on revient le 3 janvier au Québec. Et ça veut donc dire que normalement, parce que j'ai lu le docteur Boileau ce matin, prépare le monde, là, de ne pas passer les bébés puis les faire embrasser, puis de mettre le masque dans les parties, parce que ça va tellement être terrible, la grippe puis la COVID pendant le temps des fêtes. Fait que je me dis qu'elle va arriver le 3, elle va être immunisée. Regarde, tu m'as parlé la semaine passée que tu étais allé à l'hôpital puis qu'il y avait beaucoup de chambres avec des Québécois dedans. Oui. Puis j'en ai entendu parler. C'est ça, j'en ai entendu parler d'autres histoires. On est en train un peu de payer pour le fait que ce soit isolé pendant 2 ans et demi de temps. Donc, on a affaibli notre système immunitaire. On s'est caché de certains microbes, autant la COVID que d'autres influenza ou d'autres microbes, d'autres virus pulmonaires. Puis on s'est caché, on a essayé de... Écoutez, c'était tellement grave que quand quelqu'un pognait la COVID, il était dans le journal. Moi, je me rappelle qu'à la Tempête, OK, à la Tempête, le club de golf que tu connais, Régent, on a eu des caméras de TVA une journée de temps parce qu'il y a eu des membres qui ont fait un genre de tournoi puis qu'il y en a 3 qui ont été déclarés positifs. La TV a passé la journée là et on a passé comme des... On avait l'air à des voyous, là. On avait l'air à des gens, une gang de pas fins, une gang de pas éduqués, une gang qui se préoccupe pas de la santé des autres. Des idiots. Là, carrément des idiots. Puis on s'est pas rendu compte qu'en faisant ça, finalement, on a peut-être fait plus de mal que de bien. Puis c'est peut-être lié à ça, là. C'est peut-être lié au fait qu'on s'est trop caché. Moi, en tout cas, as-tu entendu dire que la Suède que la population de la Suède avait baissé de 50%, de 20%, de 10%, de 5%, de 2%? Non, la Suède, c'est le grand gagnant de cette histoire-là. Ils ont tout ouvert, eux autres. Eux autres, ils n'ont absolument rien fait. Rien. Le sport, le hockey, les jeunes, ils n'ont rien fait. Les écoles. La vie a continué en disant on va bien manger, on va bien s'aérer, puis on va se laver, puis on va combattre le virus. Exact. C'est ça, en tout cas. Hey, tu m'as parlé de quelque chose avant de parler de sport. Puis ton sujet que tu vas amener tantôt, c'est drôle parce que j'en ai glissé un mot avec Max Truman cette semaine, puis Jerry. Mais juste avant, tu m'as parlé d'un texte de Joseph Facal. Puis Joseph Facal, de ce temps-là,
c'est le seul chroniqueur qui est en guerre contre le wokisme. Puis je sais que pour plusieurs, c'est comme anodin, c'est comme... Non, c'est dangereux pour sa carrière. Oui, mais non, mais je veux dire, le wokisme. Tu sais, moi, on va m'accuser... toi, Jeff, on pensait que tu étais un vrai libéral dans le sens du terme au niveau économique. Je parle pas de libéral parti politique. Je parle de définition de libéral. Mais finalement, tu n'es pas un libéral classique parce que tu tombes dans les affaires un peu morales, puis tu tombes dans le wokisme, puis dans les affaires de diversité. Ben, moi, je pense que c'est très libéral classique de vouloir garder des choses comme elles le sont et de se protéger contre une certaine folie. Puis moi, je suis pas le plus grand... tu sais, Facal m'a demandé des fois sur des sujets, il m'énervait. Mais là-dessus, il était à 200% on target là, sur l'histoire du wokisme. Là. Ben, ce matin, il reprend des... Ben, faut mettre ça en contexte. Mathieu Bock-Côté a publié un livre sur le wokisme, puis qu'est-ce que ça veut dire réellement comme conséquence. Et il raconte dans son livre que Solzhenitsyn et les autres qui ont fui puis qui se sont battus contre le wokisme soviétique, c'est la même affaire. Ouais. Je veux dire, la différence, c'est que les autres ils étaient envoyés au goulag en Sibérie, mais que là, tu es mis à l'écart complètement, tu es annulé. Ouais. Un prof d'université qui se fait pincer par une collection de woke, il est fini. Il ne peut plus, il peut pas publier, il peut pas prononcer de conférence, il se fait bannir de ses cours, ses élèves signent une pétition, puis il est fini. Et donc, M. Bock-Côté, il raconte que c'est le même procédé. Ça veut pas dire que si les woke décident d'avoir ta peau, que tu vas te ramasser en Sibérie ou dans l'Ungava, mais les conséquences sont épouvantables pour soit des journalistes, ou soit des politiciens ou des intellectuels. Je te dirais qu'à l'inverse, vas-y. Ouais. Mais la grosse affaire, c'est Mathieu Bock-Côté, son livre, je pense qu'il est numéro 1. En tout cas, il est dans le top 3 des ventes en France. Ouais. Et vous le savez, il est à la télévision à chaque jour, il a ses émissions, il écrit dans le Figaro. Et au Québec, il n'y a pas eu 3 lignes sur son livre. Dans Le Devoir, dans la presse, à Radio-Canada, à 98.5, là où on pourrait recenser, où on fait ce genre de recensement. Ouais. Et ça veut dire que, heureusement, que, tu sais, là-dessus, la chaîne Québécois, tu sais, lui permet de s'adresser aux gens via le Journal de Montréal, le Journal de Québec et via TVA. Mais tout ce qui est de bien-pensant plateauiste, il est rayé de la carte. Alors que c'est dans la francophonie, Belgique, Suisse, Nouvelle-Calédonie, je te parle pas de l'Afrique où il y a 200 millions de francophones, soit dit en passant. Partout dans le monde, partout où culturellement on a accès à ses livres et à ses articles et à ses commentaires, c'est une star. Mais ici, les woke ont décidé de le barrer. C'est pas le bon mot barrer. C'est, en anglais, ils appellent ça le cancel culture. Le cancel culture, oui. Ah, en tout cas, ouais, exact. Mais es-tu d'accord avec moi? Parce que commençons par la société d'État qui est payée avec les taxes de tout le monde. Peu importe comment on pense, peu importe quel est notre... Il n'y a pas de... on est obligé de donner via nos impôts. C'est une société d'État, d'ailleurs. Exact. C'est pas de société du Parti libéral. Non, c'est ça. Bon. Eux autres, en principe, quand je les lis et quand je les écoute et quand je les vois à la télévision, ils devraient toujours représenter toutes les pensées. Oui, il peut y avoir des woke qui y vont puis qui donnent leurs affaires. Il peut y avoir des anxieux climatiques qui parlent, qui ont peur puis qui braillent à cause du pétrole. Mais à l'inverse, s'ils donnent 5 minutes à lui, ils doivent donner 5 minutes à celui qui voit complètement l'inverse. Et ils le font systématiquement de canceller tous ceux qui ne pensent pas comme eux autres. Ça, pour une société d'État, excuse-moi, le Régent, là, ça m'écoeure. Mais on le voit aussi dans le privé, là. Et là, on le voit parce que la presse ressemble à Radio-Canada de plus en plus. Le Devoir, c'est de plus en plus Radio-Canada. Mais
dans le dossier de Bock-Côté, puis dans bien des dossiers, PKP approuve. Et c'est pour ça que Mathieu Bock-Côté, à Québécois, a cette liberté-là de le faire. Mais eux aussi cancellent sur d'autres sujets. Mais ce que je veux dire là-dedans, là, c'est que le cancel culture en général, alors que les médias traditionnels agonisent, c'est un poison pour eux autres. C'est l'inverse qu'ils devraient faire, incluant le public et le privé. C'est donner la voix à tout le monde, puis que les gens, après avoir lu ou entendu ou vu, décideront dans quelle place où ils sont. Mais là, en ce moment, c'est pas de même. Moi, je pense que le Québec était trop petit comme société pour pouvoir vivre des décennies divisées en deux, les fédéralistes puis les indépendantistes. Mais on a fait ça de 1965, 1966 avec la fondation du PQ. On a vécu de même jusqu'au dernier référendum. Mais c'est pas mieux, là. Là, on est divisé, la gang de Bell, Radio-Canada, 90 Cogeco, puis la gang de Québécois. Québécois, à peu près 35 %, le reste, 65 %. Puis si t'es Québécois, tu peux pas parler en bien de ce qui se passe à Bell. Puis si t'es Bell, ben, quand je parle de Bell, je parle de la grosse multinationale, Radio-Canada et ceux qui gravitent. Et tu es condamné à parler en mal de ce qui se fait chez les Québécois. Mais penses-tu que le Québec est assez fort économiquement, comme éducation, politiquement, pour vivre divisé en deux comme ça? Je dois te dire, quand j'ai fait... Ben ça, on n'est pas assez fort, on va crever, Jean. Ben, on va crever. Quand on a fait... quand j'ai fait, par exemple, Scoop, c'était Radio-Canada, mais 7 jours, puis la semaine, puis Québécois, tu sais, le Journal de Montréal, parlait de Scoop autant que la presse parlait de Scoop. Ça a marché encore pour Casino, c'était... Mais les jeunes loups, j'ai osé aller à l'émission Ce n'est que de la TV, mais ça a été limité à Québécois. Puis, moi, là-dessus, j'ai toujours dit, on se tire dans le pied. Québécois se tire dans le pied en n'ouvrant pas au reste de la... Tu sais, au reste à l'autre 65 %. Oui. Mais c'est vrai de l'autre bord aussi. Ah, c'est partout, là. Un show à nouveau, tu parles pas de ça à Québécois. Mais dans le fond, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais penses-tu que comme société, qu'on a les moyens de vivre... Le marché, c'est déjà 7 millions. Si tu le coupes à 60-40, tu tombes automatiquement à un marché de 3 d'une place puis 4 de l'autre. That's it. Mais c'est drôle pareil, parce qu'on le dit Mais souvent, là, si tu rajoutes les woke qui annulent, ouais. À qui tu parles? Oui. Ça fait que tout le monde a peur. Tout les le monde patrons ont crève. peur d'engager certaines personnes. Là, le gouvernement est de plus en plus présent. Là, les entreprises ont de plus en plus besoin de l'aide du gouvernement. Donc, on sait qu'ils ne vont pas challenger le gouvernement de moins en moins parce qu'ils demandent de l'aide. On l'a vu pendant la COVID, qu'est-ce que ça fait. Là, on vient d'apprendre que Cogeco, qui ont le 98.5 et plusieurs autres stations de radio, viennent de se faire donner de l'argent par la Caisse de dépôt qui a acheté des actions de Rogers, etc. Ce qui se passe, excusez-moi, c'est pas sain. Là. Penses-tu que la presse n'a pas besoin? C'est pas une coopérative comme telle, c'est une OSBL. Oui, il y a un autre terme qu'ils ont inventé au fédéral là, pour être capable de donner des crédits d'impôt. Là. Ben oui, ben la presse fonctionne par crédit d'impôt, par subvention. Oui. C'est sûrement pas la pub qu'il y a là-dedans qui fait... comme là, ils ont un journaliste au Kenya, il y en a un autre qui est allé à Calgary pour comparer comment est-ce qu'ils ont fait la rénovation d'une rue à Calgary, puis comparer à ce qui s'est passé sur P9 à Montréal. Qui est aberrant pour ça. Non, mais tu sais... oui, mais ce que je veux dire... Puis tu regardes, Radio-Canada, ils ont tellement peur de Pierre Poilievre et des conservateurs, ça en est aberrant. Mais c'est cave. C'est plus que ça, c'est cave. Voyons donc. Moi, j'ai vu une entrevue. C'est qui le leader conservateur adjoint? C'est un Québécois. Il l'avait en entrevue dans les coulisses. Mais je regardais ça, les questions... C'est pas Berthold qu'on voit, Luc Berthold, qu'on voit souvent? Oui, avec des lunettes, là. Ouais. À peu près 45 ans, les cheveux courts. Ouais. Bon, mais les questions, c'était tellement...
le préambule à la question, c'est un discours électoral. Ouais. Faudrait que tu commences par dire, comme quand tu te fais interroger par un avocat, là, maître, je refute l'énoncé. Quelle est la question? Oui. Oh, oui, c'est incroyable. Et Puis, Louise Arsenault, quand Éric Duhem est allé, il aurait fallu à toutes les questions, c'est Madame Arsenault, je refute le préambule. Quelle est la question? Oui. Il n'y a pas d'autre, ça. Mais c'est partout. C'est Poilievre. Mais de quoi ils ont peur pour Poilievre, dans le fond? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment... Parce qu'on s'entend que les le coupures pays de de subventions. Trudeau... Bon, ouais, mais là... Les coupures de subventions, là, veut dire... C'est pas Non, mais on s'entend que RDI ne sera pas coupé. Là. Il va y avoir des décors de coupés, il va y avoir des maquilleurs, il va y avoir un paquet de monde. On s'entend que la nouvelle ne sera pas coupée. On peut avoir peur de ça. Là. Ben, ils ont peur de ça. Sinon, c'est quoi? Tu vas me dire, ils ont peur au multiculturalisme. Dans ce cas-là, Radio-Canada se tire dans le pied. Ouais, mais... Plus il y a du multiculturalisme, moins tu as de l'influence francophone dans le pays. Ouais, mais tu fais pas ce job-là pour les nananes qui vont avec. Moi, j'ouvre pas mon micro à Radio Pirate pour mes membres qui payent. Puis même ceux qui payent pas, qui écoutent de la pub, et je veux pas qu'ils passent en aille, mais je commence pas à ouvrir mon micro en ayant peur de perdre ma business puis de perdre mes abonnés. Sinon, on va devenir la pire guidoune de la Terre. Je serais pas en train de donner mes idées comme elles sont claires dans ma tête. Je vais être en train de patiner tout le temps pour essayer de ne pas déplaire. Pour essayer de protéger ton entreprise. Ben, moi, je suis pas capable d'être de même. Ça me semble que quand tu fais le devoir d'être un... Tu as été journaliste toute ta vie. Ben oui. Tu n'as jamais pensé de même. Mais c'est le plus grand danger qu'on peut avoir. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Il y a encore plus sournois que ça. Moi, quand j'ai couvert presque de façon quotidienne le Canadien, là, c'est le fun être un ami de l'organisation. Tu arrives à 5h30, tu rentres dans le salon Jacques Beauchamp, Voilà. tout le monde est de bonne humeur. Oui, Maudit des que petits c'est hot le dogs, des petits sandwichs, des petits Ouais, jus. puis, non, mais maintenant, c'est plus que ça. Tu as le salade bar. Ça te coûte 15$. Ben, la dernière fois que je suis allé, c'était rendu à 16. Mais tu sais, t'es accueilli. Ouais. Mais quand tu y vas, quand t'es ablacé 3-4 fois de suite, collé, t'arrives là, même la demoiselle qui ramasse son 16$ à l'entrée, là, À te bougonne. elle a de l'air bête. Ouais. Puis là, après ça, là, tu t'en vas pour faire la queue leu, tu t'aperçois qu'il n'y a personne qui a le goût de jaser. Parce que tout d'un coup, il y aurait quelqu'un du Canadien qui serait là, puis qui voit que, par exemple, un tel de RDS est trop fin avec toi. C'est comme d'un petit froid. Faut pas que tu sois paranoïaque, là, mais tu vis ça. Puis ça se peut que tu manges avec un ou deux, pas plus que ça à ta table. Puis, Ah oui. puis ça, là... Mais dans une maudite gang, ils sont pas prêts à payer ce prix-là, puis qu'ils vont faire des... Puis c'est même pas l'organisation qui fait ça. C'est sournois. Mais imagine-toi, là, ça veut dire qu'à un moment donné, tu deviens confortable à couvrir, je te parle de sport, là, mais c'est la même affaire avec les partis politiques. Ben oui. Tu deviens confortable. C'est le fun de te sentir aimé. Puis avoir La des gang de contacts. Radio-Canada, là, on leur dit qu'ils sont full libéral puis que Chantal Hébert est en amour avec Justin Trudeau. Ah, Puis ben là, ils vont ils dire, nous croient ils vont pas. Là. hurler, là. Non. Ben non, mais voyons donc, c'est pas vrai. Nous sommes justes. Puis nous sommes aussi durs envers le Parti libéral qu'envers Poilievre et le Parti... Ils se voient même pas, je vois le faire. Non, parce que c'est le plus grand danger. Tu deviens un publiciste pour une organisation de sport ou tu deviens publiciste pour un... C'est pas pour un parti. C'est pour une philosophie. Une idée. Un parti, une idée, oui. Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Et là, ça veut dire que... Mais ça veut dire... Oui, mais ce monde-là doit bien... Ça veut dire qu'ils sont dans une bulle qui ne voit pas que le système actuel Ben, canadien... ils se parlent entre eux autres. Oui, mais ils ne voient pas que les gens n'arrachent, puis qu'on a besoin de changement, que qu'est-ce qu'on a fait, ça marche, ça fonctionne pas, puis que les gens ont de la misère à arriver, puis les gens ont de la misère à se nourrir, puis à se loger. Ils voient pas ça, eux autres, ils sont dans une bulle. Sais-tu lesquels qui voient ça? Les jeunes journalistes de moins de 30 ans qui sont à la pige, puis qui écrivent pour un gars que j'admire beaucoup, mais qui les paye quand même, sauf les 2-3 mois où il y a bien de la pub,
qui les paye 25$ l'article. Le petit gars qui fait à 25$ l'article, qui arrive à se faire 100$ par jour, puis qui travaille 6 jours, ça fait 600$. Ouais. 600$ brut. Il doit en mettre de côté parce que c'est pas un chèque de paye qu'il reçoit. Mettons qu'il est sage, il se met 100$ de côté. Il en reste 500. Ben, dans la vie d'aujourd'hui, 600$, ça va dire de quoi tu Par vires pas semaine. long. 500 par semaine, ça y fait 2000 par mois. Tu vires pas Pour longtemps un que ça. journaliste, il ne peut pas toujours prendre comme une auto. Non. Ça y prend un taco. Puis Il normalement. faut qu'il mette du gaz dedans. Puis il faut qu'il mette du gaz dedans. Puis il va falloir qu'il Le le gaz- plaqué avec le 59 ou le 100$ de plus pour le transport en commun. Ça va arriver, là. Fait que lui, là, il est conscient, maudit, que ça ne marche pas. Puis que ce qui s'en vient, c'est terrorisant. Avoir là, 30 ans, là, tout ce qu'on appelle les précaires, là, ça doit être terrorisant. Puis, by the way, là, être un prof à 75-80 000, que tu as 2-3 enfants, j'espère que ta conjointe ou ton conjoint a une bonne job. Parce que c'est... Moi, j'ai un ami que tu connais. Il est journaliste. Bonne job, là, 110 000. Plus l'overtime, un peu, les comptes de dépenses. Mettons 120. Sa femme est prof, ça fait 200 000 à deux. Ils ont 3 enfants. Au 3e enfant, ils ont acheté une maison de 750 000. Ils ont flippé à l'autre avant, mais mettons, ils ont une hypothèque de 400-450. Tu sais quoi? 5, 6, 7 Oui. d'intérêt? Ben, Ils ont deux chars, les deux, il doit être rendu à 2400$ par mois de prêt hypothécaire. Ouais, là, ça part les taxes, ça part tout, là. Ben oui. L'entretien, puis c'est ça. Puis là, après ça, les deux travaillent, 2 chars. Fait que là, quand ils se font dire que c'est des pollueurs, que c'est des mécréants, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer 70 000 chacun un char électrique. Non, mais tu réalises-tu que... Ben, j'espère que ce monde-là s'indigne pour vrai. J'espère qu'ils vont... Mais ils font partie de la classe privilégiée. Ah oui, ben, c'est là Ils qu'on font est une rendu. pension, puis 200 000 par année. Écoute, on avait les pauvres qui allaient pas bien. On avait la classe moyenne pauvre qui allait mal. Ben, mieux que la classe pauvre, là. Après ça, tu avais la classe moyenne qu'on disait, OK, là, ça commence à être pas pire. Là, la classe moyenne est dans la marde. Et Oui. la classe moyenne à l'aise est elle aussi dans la marde. Juste qu'au cou. Donc, la société qu'on voulait juste, où il n'y a pas d'écart beaucoup entre les riches et les pauvres, Fini. on a manqué notre coup complètement. Et tu te retrouves avec des gens qui ont pris l'habitude de se faire de tout le temps être pris en charge par quelqu'un d'autre. Oui. Tu sais, honnêtement, là, je veux pas. Faut arrêter de blaster le monde, là, puis les travailleurs qui les autres aussi sont poignés dans ce tourbillon épouvantable-là. On est des esclaves. Mais, tu sais, On est devenus des esclaves. Ben, tu travailles pour payer, pour pas coucher dehors, pour manger raisonnablement, Et payer la machine. puis payer un char que tu vas étirer le plus longtemps possible, puis que ça te coûte un plein au Québec. Tu sais, faut pas que tu sois trop vite puis que ça te coûte en bas de 100$, là. J'ai toujours un peu de misère à voir les politiciens qui essaient de pointer du doigt, puis je ne veux pas défendre les grandes compagnies. Quand ils font plus d'argent, ils gagnent toujours la même marge, puis je ne défends pas. Là. Sauf que le gouvernement ne se voit pas, lui. T'sais, ils vont accuser Métro, ils vont accuser Sobeys, ils vont accuser l'Oblast sur le prix de la Eux bouffe. autres qui taxent. Mais eux autres taxent à mourir. Et quand je regarde, parce qu'avec l'impôt qui est pris à la source, on ne le voit pas. Et on ne reçoit plus de chèque de paye avec un papier. Donc, on ne le voit plus. Mais celui qui m'exploite plus, parce que manger, c'est essentiel. L'autre aussi, j'en ai besoin, mais je veux dire de quoi j'en ai pas bien mon argent. Celui qui me fait le plus les poches, c'est pas l'Oblast. C'est celui qui accuse l'Oblast. Oui. Regarde là, je sais, tu en as sans doute parlé, puis on ne s'éternisera pas là-dessus. À toutes les fois, Zach, pour aller à l'université, à Laval, il y a un Santa Fe. C'est un humble 4. C'est un 4 cylindres, le Santa Fe, OK? Mais c'est un VUS, donc c'est épouvantable, c'est abominable. C'est ça, c'est très... Ah, c'est épouvantable. Mais bref, mais je veux dire, parce que c'est un 4 cylindres, c'est très raisonnable. Mais tu réalises-tu, Zach est à Québec,
Le Santa Fe, c'est moi le propriétaire. Donc, il est enregistré à Sainte-Adèle. Là, le gouvernement vient de... Le gouvernement... Puis, puis à toutes les fois que tu fais le plein, tu mets, mettons, 100 piastres dans le Santa Fe, à moins que je me trompe, c'est à peu près 30 piastres sans taxe, les deux, là. Tu sais, 100 piastres, tu les en envoies 30 %. Ça veut dire que si tu mets 80, tu en donnes moins. Bon. Mais tu réalises-tu que Sainte-Adèle, avec la nouvelle loi que la CAQ vient de passer, ils vont avoir le droit de me demander combien j'ai fait de kilométrage avec les voitures. Oui, imagine-toi. Puis ils vont pouvoir te charger jusqu'à 400 piastres par année pour le char. Puis ils vont me retaxer 400 piastres. Ouais. On va payer une taxe à Sainte-Adèle pour Zach qui va travailler à Tempête. Es-tu capable d'organiser un lift, là? Je ne sais pas, mais tu vois bien que... Non, c'est... On va vous en enlever jusqu'à la dernière scène. Il vous en restera plus, mes salauds de pollueurs. Mais, en même temps, là, tu vois bien que ça s'en va dans le mur direct. Pourquoi que les profs sont en grève? Puis, pourquoi qu'on se dirige vers une grève d'un front commun? Parce que les gens... Parce qu'ils n'y arrivent plus. Oui, mais au lieu de... Puis ça, c'est toutes nous autres, là. C'est la social-démocratie, tu l'as dit tantôt. Enlever la canne à pêche puis donner du poisson du monde, ben, à un moment donné, c'est ça que ça fait. Donc, on est tous pareils, ça m'inclut, là. On a tous ça dedans de nous autres, on était baignés là-dedans. Au lieu de régler le problème à la base, on veut essayer de le régler par de l'endettement et demander plus à un autre. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on peut leur donner, mais tout le monde va perdre, incluant eux autres, parce que le mal n'est pas réglé à la base. Comment se fait-il qu'au Québec, un endroit qui est riche, moyennement riche, je veux dire, comparativement à l'Amérique du Nord, mais pas pauvre non plus si on compare à des pays d'Afrique, comment se fait-il qu'on a le coût de la vie le plus élevé et comment on doit régler ça avant de régler le reste? Parce que on va patcher, puis à d'augmenter les salaires, on va juste amplifier le problème au lieu de l'arranger. C'est ça qu'il faut comprendre dans notre patente. Je sais que c'est une question de temps. Je sais qu'à un moment donné, ces gens-là doivent rentrer à l'école. Les gens doivent aller travailler à l'hôpital. Je sais que ça ne peut pas s'éterniser. Mais il n'est pas content, là. Il est pas... Non, il est contre ce que tu dis là. Là, il n'est pas vraiment pas content de ce que je viens de dire. C'est un bon chien de garde. Ah non, mais il fait sa job, là, mais je pense qu'il va falloir qu'on arrête 30 secondes. Hey, on s'en reprend, Jean, puis nous, on a des bons sujets. Ben, je sais que la vie nous amène plein de sujets, mais on s'en parle la semaine prochaine. OK, bye. Salut, bye. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate. Et c'est le chien qui a décidé que c'était terminé. Tiger l'entendait. Tiger était à côté de moi, puis ça demandait ce qui se passe. Vous alliez de où, ça, là? Et on revient dans un instant sur Radio Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat.